Mesdemoiselles, messieurs, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce vendredi 17 mars pour 107%. On est un petit peu avant le début de la première séance d'essai libre à Jeddah, donc du coup on va faire 2 bonnes heures pour revenir un peu sur l'actualité de la Formule 1, pour l'actualité de la NASCAR. Il y a 2-3 petites choses qu'on peut vous dire, l'actualité évidemment du WEC, puisque le WEC reprend aujourd'hui aussi avec les 1000 miles de Sebring tout à l'heure à 17h. J'en profite pour vous dire qu'on sera ensemble sur Twitch à 17h, un petit peu avant, genre 16h30, quelque chose comme ça, avec Anna Honner, pour bien regarder toute la course de Sebring, tout simplement. Alors, encore une fois, comme pour la Formule 1, je ne diffuserai pas les images, on mettra un petit live timing des enfers qui sera nickel, mais on réagira à cette première course de l'année. Faut pas dire à Charles Leclerc, mais la Ferrari a fait donc la pole position à Sebring, ce qui reste une petite surprise parce qu'on voyait les Toyota quand même pas mal dominés jusqu'à présent avec le prologue de la semaine dernière et puis les essais depuis cette semaine. Voilà pour le petit programme aujourd'hui, donc 107%, pas mal de choses à se dire entre nous évidemment. Je vais revenir un petit peu sur une dernière chose sur le Fast 5 justement, l'occasion pour moi de reprendre la parole, préciser 2-3 petites choses etc, toujours un petit peu en live. On va faire donc, je vous l'ai dit, 2-3 petites, je crois on a 2 petites actualités pour la NASCAR justement, un petit peu d'actualité pour le WEC et puis on parlera bien évidemment de Formule 1 puisque ce week-end se court le deuxième Grand Prix de la saison 2023 à Jeddah en Arabie Saoudite, 3e fois qu'on se rend sur ce circuit. Quelques petits changements aussi sur le circuit puisqu'on a élargi un petit peu les murs, j'allais dire. On a élargi un petit peu pour faire en sorte qu'on soit un petit peu moins à l'aveugle. Et puis après ça, il y aura une petite promo The Bet d'ailleurs que j'ai oublié de faire mes petits paris. Je ferai mes petits paris pendant le live tranquillement. Voilà un petit peu la chose que je voulais vous dire sur tout ça. Comment ça va le chat? Est-ce que vous allez bien en ce vendredi, fin de semaine pour tout le monde? On est bien? Comment ça se passe? Alors, bonjour à tous, Antonio qui pose la pole, on adore, évidemment. Une des premières fois que je suis en live et non en rediff, lol. Eh bah dis donc, mon pauvre. Enfin, bienvenue, installe-toi. Prends place, mon cher. Je pars en examen de mi-semestre, pardon. Ah oui, quand même. Tranquille, on attend le train. Ok, d'accord. Donc tout le monde est tranquille, en train de faire sa petite vie. Nous, on va être ensemble aux environs de 14h pour justement tranquillement. Parler ensemble de sport automobile plus largement. Voilà, on passe le bac. Comment ça, on passe le bac? Le bac, c'est pas en mars? Y a quoi comme bac en mars? J'écoute dans la voiture, c'est ça qu'on aime, On est en train d'essayer de voir d'ailleurs si les rediffs de live 107% etc. On va pas les passer en podcast pour voir si ça vaut le coup ou pas. Donc on vous tiendra au courant là-dessus. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle feature sur YouTube notamment pour les podcasts. Donc on va tester 2-3 petites choses et puis on verra ce qu'on en fait. Bac des spécialités, ok. Ah ouais, les spécialités pour le bac? Mais attends, mais les spécialités genre spécialité éco quand tu fais ES, je sais même pas si ça existe encore. Mais moi les spécialités, je les ai passées en même temps que mon bac normal. Moi, je me suis retrouvé à faire 5 heures de dissertation quoi. Donc voilà, je sors de ma meilleure course sur iRacing, je suis refait. Ah ouais, lourd, t'as roulé quoi comme combo là? J'écoute en train de faire mes cartons, je déménage à 1 heure de Hockenheim, lourd. Donc tu seras pas loin de la forêt quoi. Sympa. Lundi, mardi, c'est spécialité genre maths et tout. Ok, intéressant. J'ai passé mon bac il y a 10 ans et il y a tant de diff entre mon bac et les 2023 que moi et mes parents il y a 50 ans. Bah c'est ce que j'ai l'air de comprendre. Moi j'ai passé mon bac en 2011, donc c'était il y a 12 ans. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. AMG GT3 sur Sebring, quel bonheur ce tracé. Ah et bah là on va se différer parce que Sebring, je déteste ce circuit. À rouler, à regarder, c'est pas forcément ce que je verrai tout à l'heure. En caméra embarquée surtout en fait. Pas tant le côté et tout, enfin d'un point de vue spectacle, je verrai tout à l'heure. Mais en revanche, rouler et même la caméra embarquée, je sais pas, j'ai un truc qui va pas du tout avec Sebring. Désolé les potes, mais ouais, Sebring, c'est pas du tout ma tasse de thé. Donc voilà, bon. On a vu ça, je vais juste récupérer un ou deux petits trucs parce que évidemment j'arrive toujours un peu à l'arrache. Tac, hop, je récupère ça.
Oh, non, c'était pas celui-là. Oh, quoique. Attends. Ah oui, non, c'est pas du tout celui-là. Tac, bougez pas. Voilà. Hop, j'ouvre ça. Hop, ça, je peux l'envoyer là. Et là, on est bon. Oh, c'est beau. Oh là là, c'est beau. Ok, bon bah ça c'est bon, tac. La première chose qu'on a dit, c'est que, c'était qu'on allait revenir sur les... Comment ça s'appelle, le Fast 5. Je voulais juste préciser une chose sur le Fast 5, ça va pas durer très longtemps. Fast 5 qui date de la semaine... il y a 2 semaines, putain, déjà. J'ai toujours l'impression que Jeddah et Bahreïn, ça se suit un petit peu, tu vois. J'ai toujours cette impression-là. Alors que c'est pas du tout le cas. Ce week-end, on est d'accord qu'il y a F2 et F3 ou il y a juste F2? Je me souviens plus. Il y a peut-être juste F2, non? Branché sur batterie externe, ça va le faire. Nice. Juste F2, ok, ouais, on est d'accord. Ouais, ok, juste F2, F1, F2. Bon, bah nickel, ce sera l'occasion aussi de regarder un petit peu les Français. Victor, Théo, Clément, Isaac. J'oublie toujours Clément Novalak, mais... c'est la vie, hein. Tu veux que je te dise quoi? Ah, pardon, excuse-moi, hop. Excusez-moi. Ah, voilà. C'était alors excusez-moi, je suis désolé, là j'étais un petit peu tout seul, je recherchais un commentaire, alors ça fait parmi, il y en a d'autres, il n'y a pas que celui-là, de Birchi, que les pénalités sur... parce que en fait j'ai envie de revenir un petit peu sur Esteban Ocon rapidement, justement, par rapport à ça, parce que... en fait, j'ai l'impression qu'il y en a quelques-uns qui ont mal compris ce que je disais. Je trouvais, parce que j'ai dit que la pénalité sur Esteban Ocon de 5 secondes sur la grille de départ, j'ai trouvé un petit peu difficile. Et après, bon, bah, ils ont enchaîné les conneries, etc. Donc, ok, pas de souci. Et en fait, j'avais l'impression que les gens me reprochaient un petit peu de dire ouais, mais le règlement, c'est le règlement, machin, voilà, ça y est, t'es pro Alpine, donc ceci, donc cela, machin, alors que ça gueulait pas quand il y avait d'autres trucs, etc. Et j'étais en mode waouh, ok, on part dans des extrêmes de fou furieux sur la réflexion, et c'est dommage. Et j'étais là en mode bah non, en fait, genre, je trouve juste effectivement que la manière dont est placé Ocon, certes, elle est pas réglementaire. Oui, est-ce que ça vaut 5 secondes? Je trouve que c'est un petit peu dur payé à mon sens. Et c'était... bon, bah, c'était... ouais, bon, bah, c'est 5 secondes, tant pis, c'est comme ça, tu vois. Mais je trouvais que c'était un petit peu cher payé à mon sens parce que, bon, bah, elle était pas non plus décalée d'une demi-voiture et c'était pas non plus le giga bordel. Mais... Et en fait derrière les gens ont cru que je défendais aussi les autres pénalités en mode c'est un peu dur pour 1 dixième de seconde ou 0,4 dixième de seconde, je sais plus, la pénalité sur l'arrêt au stand où justement bah, ils font mal la pénalité. Ah, c'est un petit peu dur le 0,1 km/h en sortie des stands. Non, j'ai pas dit que j'ai dit que c'était dur, bah parce que ils ont fait de la merde. Mais effectivement, quand tu fais pas bien une pénalité, tu fais pas bien une pénalité. Quand tu te fais gauler à la sortie des stands, tu te fais gauler à la sortie des stands. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, tu vois. Et j'étais en mode bah non, c'est juste la pénalité du placement sur la grille que j'ai trouvé un petit peu dur parce que bon, on est dans une F1, tu vois rien pour placer la bagnole, c'est chaud quoi. Donc j'étais là et j'étais un peu dur. Et pareil, de même manière, je défendais entre guillemets Gasly, mais je le défendais pas vraiment. J'enfonçais entre guillemets un peu la FIA d'une certaine manière parce que Gasly, parce que Bottas s'était pas arrêté sur le bon emplacement. Du coup, toute la ligne de droite avait été obligée d'avancer au fur et à mesure. Et en fait, le gars derrière qui agite le drapeau vert a agité le drapeau vert trop tôt, ce qui fait que Gasly était même pas encore arrêté sur son bon emplacement au moment où les feux se sont allumés. J'ai juste que voilà, il y a peut-être des trucs à revoir une fois de temps en temps et que bah faut pas se dire que parce que c'est des pilotes de F1 et que normalement ils font bien leur job que bah, ça les empêche pas de parfois mal se placer, faire une ou deux petites erreurs, etc. Et que bah, dans des moments critiques, surtout critiques comme le moment du départ, c'est le moment où il faut vraiment être
propre, carré, le mieux du mieux, parce qu'on est quand même sur 20 voitures de 1000 chevaux qui prennent le départ et où ça peut se terminer un peu en carton. Bref, donc du coup voilà, que les pénalités soient dures sur Ocon, je veux bien, mais malheureusement le règlement c'est le règlement. Commencer le pit stop avant la fin des 5 secondes, c'est pas bon, et forcément ça se fait pénaliser, et c'est la même chose pour tous les autres cas. Complètement d'accord, complètement d'accord. Règlement c'est règlement pour la pénalité au stand et pour comment ça s'appelle, l'excès de vitesse. Autant je trouvais qu'on pouvait un petit peu réapprécier entre guillemets le placement sur la grille. Mais voilà. C'était surtout là-dessus que j'avais envie de revenir, mais voilà. Le chat, ça en pense quoi? Excusez-moi, j'ai pas du tout lu le chat, j'étais en train de faire ma démonstration dans ma tête, c'est terrible. Donc voilà, t'es pro Verstappen de toute façon. Aïe aïe aïe. En fait, j'ai tellement envie de sortir genre un merch Hamilton avec une casquette Verstappen. J'ai tellement envie de faire ça un jour, juste histoire de mettre Confuse chez voilà. Les commentaires avec tu es pro machin, donc je sais même pas si c'est la peine de les lire. Peut-être, hein. Classe le reniflement, excusez-moi, il y a encore un petit peu de reste. Ok. Pourquoi cette haine contre mon chouchou Sniff? Après, pour moi, la pénalité, quand tu attends pas suffisamment, devait être égale à la pénalité de base. 10 secondes, c'est un petit peu trop. Bah, c'est pour marquer le coup. En fait, les 10 secondes derrière, j'étais en mode ouais, tu sers pas bien la pénalité. Non, à un moment donné, il faut arrêter de faire des conneries, quoi. Si tu ne pénalises pas 0,1, tu pénalises pas 0,2, tu pénalises pas 1, tu pénalises pas 10. Bah, oui, non mais si. En fait, autant pour l'arrêt au stand et l'excès de vitesse, on a des données. Enfin, je veux dire, c'est noir ou blanc, tu vois. Je veux dire, il y a une limite, point. Tu peux pas avoir un doute ou une appréciation ou revenir dessus. C'est pas sujet à interprétation, en fait, l'excès de vitesse dans les stands ou eh bien la pénalité que tu sers pas bien parce que bah, c'est 5 secondes, sinon rien, tu vois. Donc du coup, là-dessus, en fait, quoi qu'il arrive, la pénalité, elle fonctionne, elle est carrée, elle est la même pour tout le monde. Donc là-dessus, il y a aucun souci. C'était juste effectivement sur l'emplacement où t'es là où tu fais bon, ouais, il y a 10 cm de la roue qui est pas bien dans le carré blanc. Bon, mais lui un avertissement pour lui dire frérot, tu t'es mal placé, c'est pas bien, tu vois. Genre, c'est. Voilà, il y a rien de dangereux, mais voilà. Donc ouais, mais tu vois, c'est pour ça que effectivement, je pense qu'il faut bien prendre en compte que les pénalités en Formule 1 et même en sport auto en règle générale, on a dans un règlement des points qui sont sujets à interprétation et qui sont comme au foot sur des fautes, etc., des fautes de jeu qui sont sujets à interprétation de la part de l'arbitre, là en l'occurrence de la FIA, et t'en as d'autres où, comme au foot là aussi, si le ballon touche pas la ligne blanche, à la verticale, terminé, c'est sorti, et on touche et on revient pas là-dessus, tu vois. Et c'est un peu notre cas aussi. C'est juste que en fait, on a du mal à accepter que la FIA ait un sujet et le droit d'interpréter parfois son règlement. Donc voilà, c'est juste que effectivement, on a le droit de donner son avis, je pense tout à fait légitimement, de dire que Esteban Ocon, sa pénalité était un petit peu dure sur son placement sur la grille. En revanche, les deux autres, oui, bah effectivement, il n'y a pas de doute, quoi. Je veux dire, s'il est au-dessus de la limite de vitesse et si ils font pas les 5 secondes, bah ils font pas les 5 secondes et au-dessus de la vitesse, quoi. Donc voilà. En vrai, pourquoi on donnerait pas aux autres genre de pénalité pour le placement amende, pénalité sur le permis à points, etc. Parce qu'en soi, 5 secondes au stand, ça pénalise de ouf, alors que le placement, il a rien gagné en avantage. Bah justement, c'est pour ça que moi, je trouvais la pénalité un petit peu dure. C'est pour ça qu'une amende, une réprimande, quelque chose, tu vois, ça aurait été, je trouve, ça aurait été un peu plus juste. Mais voilà. Derrière, on est tranquille, quoi. Pépouze, tu vois. Donc ça aurait été Verstappen, les commissaires n'auraient rien dit sur la place.
Non, mais non, je suis pas d'accord. Je sais pas. En vrai, probablement que cette année, ils sont peut-être un petit peu plus sévères, un petit peu plus stricts sur l'application du règlement. Peut-être tant mieux pour nous, tu vois. En fait, le problème, c'est pas tant forcément la sévérité du règlement ou la sévérité de l'application du règlement, c'est juste la constance dans les décisions. Et c'est deux choses totalement différentes. C'est-à-dire que si on laisse passer deux, trois choses, ok, à ce moment-là, il faut bien que... c'est bien que ce soit constant sur toute la saison. Si effectivement ils sont durs comme avec Esteban Ocon, ça a été le cas à Bahreïn, faut que sur tout le reste de la saison ça suive de la même manière et faut pas que dans 3 courses on dise ah c'est vrai qu'on a été un peu dur pour Esteban donc du coup admettons Yuki Tsunoda s'est mal placé, ouais on va lui faire une réprimande. Parce que alors là effectivement là ça fout tout le monde en furie, tu vois, c'est normal. Je dis mais les gars vous foutez de la gueule de qui quoi. Donc c'est surtout par rapport à ça. Donc voilà, derrière qu'il y a un changement. En fait le truc c'est que si derrière la FIA dit effectivement c'est vrai qu'on a été peut-être un petit peu dur et que là-dessus ça vaut peut-être plus une réprimande etc. Et que le cas d'Esteban a servi etc. Donc que les décisions soient dures ou facile, enfin dur, qu'elle soit sévère, pardon, ou je sais pas moi, ou à l'inverse très laxiste, du coup, qu'elle soit difficile ou laxiste. En fait, je m'en fous du moment que on est d'accord sur le fait que c'est une constance, quoi. C'est une constante. Donc voilà. On verra. Vu tous les problèmes d'appréciation de la FIA, c'est peut-être pas plus mal qu'il soit plus strict cette saison. Il faut garder cette constance. Peut-être. Après, faut pas non plus être trop strict parce que on va malheureusement tomber dans quelque chose où on est plus sur du, où on va un petit peu être violent sur comment dire sur le spectacle quoi. Ça va être, on va venir un petit peu casser. Enfreindre la liberté qu'ont les pilotes et voilà. Donc bon, bref. Voilà ce que je voulais vous dire sur en tout cas Esteban Ocon notamment et le Fast 5. D'ailleurs le Fast 5 où je m'étais dit je fais 5 réactions machin truc. Au final j'ai fait un débrief de toute la course. Sachez que ça va quand même changer. Hein. On va rester sur 5 vraies réactions. 5 sujets qui moi me paraissent intéressants et pertinents. Mais je traiterai... pas forcément tout à chaque fois, en tout cas. Donc voilà. Si on met qu'une simple amende, ça n'aura aucune conséquence et les pilotes continueront à mal se placer. Il faut montrer l'exemple pour la première course pour les dissuader les autres. Je suis pas d'accord. Hein. C'est pas parce que tu mets juste une amende que tu convoques pas ton pilote et que pendant le prochain briefing. En fait, les gens pensent que les pilotes et la FIA arrivent sur un circuit, font la course, on met les pénalités, puis chacun rentre chez soi. À chaque fois, il y a des briefings de pilotes quand même où justement on revient sur ce genre d'incident où on dit alors oui, justement, est-ce qu'il y a des questions sur le placement de la voiture, machin. Ça va être le cas à Jeddah. Le directeur de course, il va dire bon voilà, la semaine dernière, Esteban a pris une pénalité de 5 secondes parce qu'il s'est placé de telle et telle manière. Donc faites bien attention de bien vous placer. Mais c'est pas parce que en fait on met qu'une simple amende que ça va pas être discuté en briefing de pilote, etc. En fait. Enfin, c'est voilà, c'est tout simple comme ça. Donc non, amende, pas amende, peu importe. En fait, ça s'en est discuté. Et c'est aussi là-dessus qu'on voit la vraie qualité d'un directeur de course. C'est un directeur de course qui permet de revenir sur plein de choses qu'il a vues pendant la dernière course, qui en fait part aux pilotes. Les pilotes en prennent connaissance, en discute avec le directeur de course, essaie de trouver les meilleures solutions pour tout le monde pour que à la fois les pilotes et la direction de course puissent faire leur travail à la fois pour le spectacle d'un côté des pilotes, performer, concourir, je vais y arriver, et puis de l'autre côté assurer la sécurité et l'équité des chances, etc. Donc voilà. Enfin bref. C'était la chose, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, je vous propose de passer à parler un peu de NASCAR, si ça vous dit. Est-ce que ça vous dit de parler un peu de NASCAR, les petits potes?
On va parler de NASCAR. Est-ce que vous connaissez, est-ce qu'il y en a qui regardent la NASCAR un peu dans le chat là? Ça m'intéresserait de savoir. Oh, Runtech. Quand même 31 mois, putain la vache, ça fait beaucoup trop longtemps. Moi je te supporte depuis plus de 31 mois. Oui, non, moi... Non, pas trop. Non, je regarde pas vraiment. Vous voyez ce que c'est, mais je suppose que vous regardez pas forcément. Jamais regardé, ok. J'essaie de m'y mettre cette année, d'accord. J'ai commencé depuis cette année, ok, sympa. Ok, intéressant. Ça se regarde où la NASCAR? Je suppose que c'est toujours sur Automoto la chaîne. Je regardais, mais j'ai plus Automoto dans ma box, ok. Automoto la chaîne, ouais, sur les box. Je sens que la NASCAR, c'est un sujet qui va tourner en rond. Effectivement. Pas toutes les courses, ok. Non, mais j'ai vu des moves incroyables quand même en highlight. Ok, intéressant. Et alors, question, c'est parce que vous connaissez le sport auto depuis longtemps ou c'est juste là, cette année, vous êtes dit, ah tiens, je vais peut-être me mettre à la NASCAR, genre en mode, tiens, ça a été quoi votre point de sortie en fait? Enfin, votre point d'entrée plutôt, pour découvrir la NASCAR et tout. Sympa, mais en replay, en live, c'est trop long. Ok, intéressant. Le seul truc qui me vient à l'esprit quand je pense NASCAR, c'est Cars. Forcément, ouais. Ok. Époque AB Moteur. Moi aussi, présent. Envie de découvrir simplement. Ok, j'étais en manque de sport auto pendant la trêve. Ok, c'est vrai que Daytona, c'était quand? C'était en mi-février, je crois, c'est ça. Je connais grâce au streamer Kamak qui joue à NASCAR. Ok. Cars plus le move de fou en fin de saison dernière. C'était quoi le... Ah, le move là, celui qui a fait le wall riding là? Comment il s'appelait lui déjà? Je me souviens plus. Putain, j'ai le nez qui dégouline, c'est l'enfer. Oh là là. Chastain, ok. Ah, ok. Ok. J'ai découvert d'ailleurs en NASCAR qu'il y avait celui qui jouait il jouait Malcolm. Non, c'est qui? Si, c'est lui qui jouait Malcolm, non? Enfin, qui jouait dans la série Malcolm, en tout cas. Roulait effectivement en NASCAR cette année. Au tout début, j'étais pas sûr. J'étais en mode... ressemble diablement au mec de Malcolm quand même. Et j'étais pas sûr, tu vois. Et je vais voir sur son profil Insta et tout. Je déroule et je fais... Putain, mais... il ressemble de ouf comme... ce pilote ressemble de ouf comme à Malcolm, tu vois. Et en fait, j'étais... mais c'est lui. Donc oui, Frankie Muniz. C'est ça, ouais. Donc Malcolm roule en NASCAR. Voilà, bon bref. C'est pas le sujet aujourd'hui, bah voilà. Puisqu'on va parler de Jenson Button. Pas du tout Malcolm. Jenson Button. Notre ami Jenson, champion du monde de Formule 1 en 2009, bien évidemment, avec Brown GP. Il vise la Cup Series. Ah voilà, il est en 4ème division de NASCAR. C'est bien ce que je me disais. Ok. Je me disais, putain, mais comment il s'est retrouvé en Cup Series? C'est pas possible. On rentre pas comme ça là-dedans. Monsieur Jenson Button fera ses débuts le 26 mars prochain. Donc dans 10 jours, hein, tout simplement. Lors de la manche organisée sur le circuit des Amériques à Austin. Voilà. Donc la NASCAR va se rendre à Austin. La NASCAR fait pas que des tours en rond. Ils font effectivement les ovales, donc ils font ce qu'on appelle des super speedway, où là généralement c'est pleine balle, cul contre cul, aspiration, genre typiquement Daytona, c'est un super speedway. Talladega, c'est un super speedway. Est-ce qu'il y a d'autres super speedway dans la... Oui, il y en a d'autres, mais je sais plus lesquels. Talladega, il y avait qui d'autre? Daytona, Indianapolis, c'est un super speedway, ouais. Mais ouais. Atlanta, c'est un super speedway. Ah ouais, Atlanta, c'est un super speedway. Bref, donc vous avez des circuits où c'est pleine balle tout le temps. Vous avez ce qu'on appelle des speedways, où là, bah, mine de rien, il y a quand même une vraie bonne technique pour pouvoir rentrer dans les virages. Justement, dans les virages, même si t'es sur ovale, concrètement, en vrai, t'as 4 virages. Enfin, techniquement, t'as 4 virages, mais concrètement, pour nous, Européens, t'en as 2. Et donc, effectivement, dans les speedways, bah, tu relâches le gaz et tu remets le gaz. Donc, c'est une question d'être toujours un petit peu sur le fil de rasoir avec ta voiture et les pneus. C'est super intéressant. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les short tracks. Donc, c'est des circuits ovales qui font moins d'1 mile, je crois, de mémoire. Et qui sont littéralement des arènes en mode...
comment dire, en mode gladiateur, tu vois, c'est en mode les courses de chars de l'Antiquité qu'on faisait dans des stades. Bah là c'est la même chose, sauf que c'est avec ça là, avec des grosses voitures. Donc voilà, donc Jenson Button sera au départ de la manche sur les circuits des Amériques, puisque eh bien, en plus des ovales, la NASCAR se rend quand même sur quelques circuits routiers, je sais plus lesquels en tout cas, puisque bah, effectivement il y aura donc Austin. Est-ce qu'il y a toujours Watkins Glen, et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre en circuit routier qui faisait? Il faisait Watkins Glen et il y en avait un autre. Je sais plus lequel, mais peut-être Road Atlanta. Ah ouais. Ah, Sonoma, oui, absolument, Sonoma. Ah, Sonoma était là effectivement. Bref, donc voilà, donc le petit Jenson Button sera au volant de la Ford Mustang que vous avez à l'image, la Ford Mustang Mobilin Rick Ware Racing numéro 15. Il aura le numéro 15 sur sa voiture. C'est vrai que les nouvelles gènes de NASCAR sont quand même plutôt jolies là, avec les ça fait un peu plus moderne. Mais je regarde ces 5-6 boulons, je sais plus, qu'il fallait retirer. Pour rappel, puisqu'on va parler du WEC d'ici quelques instants, mais Jenson Button avait également annoncé qu'il roulerait en juin prochain aux 24 heures du Mans. Voilà, donc Button aux 24 heures du Mans, mais pas sur la voiture qu'on imaginerait, puisque aux 24 heures du Mans, il fera équipe avec Jimmy Johnson, qui est un peu le Lewis Hamilton de la NASCAR dernièrement, et Mike Rockenfeller. Je me souviens plus si Rockenfeller, il est pas américain, il est quoi? Il est allemand? Mike Rockenfeller, je me souviens plus, j'ai un doute. Bref, donc du coup, cet équipage de Button, Johnson et Rockenfeller prendra la voiture du garage 56. Il est allemand, ok, on est d'accord. Ils rouleront une voiture, en fait une NASCAR qui va être modifiée pour faire une course de 24 heures. Donc ils prennent effectivement alors ce sera pas celle-là, hein, mais ils vont prendre une NASCAR sur la next slide. Merci, heureusement que t'es là. Voilà, tout ça. Oh, c'est beau. J'ai pas pris connaissance du PowerPoint qu'on m'a filé, hein. Mais voilà, en fait, chaque année au Mans, on a un garage qui s'appelle le garage. Enfin, vous avez un garage, le garage numéro 56 dans la voie des stands, qui sert justement pour une équipe qui développe une voiture, une voiture particulière qui répond à aucune réglementation du WEC. Donc qui n'est pas en hypercar, qui n'est pas en LMP2 ou en GT, mais c'est la voiture innovante entre guillemets. Je suppose que dans le garage 56 on avait la H24, la mission H24 peut-être. Donc bon voilà, en tout cas c'est l'équipe réservée, on va dire, pour les innovations technologiques, etc. Donc faudra voir. Il y avait la Y de Nissan aussi, ouais, c'est ça, exactement. Donc voilà, Jimmy Johnson que vous avez au milieu, Mike Rockenfeller à droite, si je dis pas de bêtises. Mais qu'est-ce qui se ressemble, Johnson et Rockenfeller, en vrai? C'est un truc de ouf. Ou alors tu m'as mis 2 fois Jimmy Johnson? Non. Si? J'ai un doute. Ouais, la voiture à 3 roues, ouais, c'est ça. À gauche, Jenson Button, ouais, au milieu, Jimmy, et puis à droite. Mais attends, Mike Rockenfeller, il est en NASCAR? Il est en Cup Series? Franchement, il se ressemble comme 2 gouttes d'eau, hein. Vraiment, on y voit que du feu. Voilà, 7 fois champion de NASCAR, hein, Jimmy Johnson, donc parmi les 3 les plus titrés, avec Richard Petty et Dale Earnhardt. Putain, j'ai toujours du mal à prononcer ça. Et Mike Rockenfeller à droite, il a déjà gagné le Mans d'ailleurs en 2010. Et puis il avait gagné les 24 du NURB, champion de DTM. Enfin bon, bref, là aussi on s'est quand même plutôt bien roulé. J'en profite toujours sur le volet NASCAR. Regardez qui revoilà. Oh là 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 là. Il a mis au pif. Casquette, lunettes, même pose, c'est un Among Us. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Et oui, parce qu'il y en a un autre qui va se pointer le 26 mars à Austin. Il y en a un qui fait ça par hobby, hein. Voilà, le sport automobile est more like a hobby for me. Monsieur Kimi Raikkonen, qui avait déjà d'ailleurs roulé un petit peu en NASCAR avant de faire son retour en Formule 1 en 2012. Effectivement, il va rouler le Kimi à Austin, là aussi, le 26 mars.
avec l'écurie Trackhouse Racing que vous avez en bas à droite, avec donc une Camaro. C'est une Chevrolet Camaro, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est marqué dessus, en plus je suis débile. Donc voilà, il va à nouveau piloter, et puis je crois qu'il avait déjà pris effectivement le volant sur le circuit de Watkins Glen le 21 août dernier. Il avait déjà pris le volant d'une NASCAR un petit peu pour se faire plaisir, quoi. Donc, bah écoutez, on verra ce que ça donne. Hein, voilà. Donc, si vous avez quelque chose à faire le 26 mars, n'hésitez pas à regarder la NASCAR parce que bah, vous connaîtrez au moins 2 pilotes avec Jenson Button et Kimi Räikkönen. Donc, viens, on prend un vol pour Austin, là, ça me démange. Alors, frérot, quand même, hein, je sais que cagnotte et tout, mais ça fait cher l'aller-retour. Hein. Et puis j'ai autre chose, j'ai quand même du taf, hein, mon bro. Voilà pour l'actualité de la NASCAR. Circuit routier qui arrive assez tôt d'ailleurs. Il y a combien? Il y a 32 manches en NASCAR? 32, 33 manches? J'avoue, payé par la commune, il est fou. Et effectivement, ouais, 2011, il avait fait notre ami Raikkonen. Une course en Truck Series et une course en Nationwide. La Truck Series, c'est quoi? C'est la division 3, je pense, si je dis pas de bêtises. 36 courses, putain la vache, mais gros, c'est incroyable. Et la Nationwide, c'était quoi? C'est la F2, quoi, non? C'est pas ça? Je sais plus. Puis Xfinity, ok. Et donc la Nationwide, c'était peut-être la 4ème division? Je sais plus. En espérant qu'il ait de quoi boire dans la bagnole. De ouf. Ensuite la Cup. Ok. Bah, nickel, hein. Nickel. Je vous propose de passer à la suite, mesdames et messieurs. On va passer au WEC, au World Endurance Championship. Alors, le WEC, vidéo qui est sortie hier d'ailleurs. J'ai essayé de vous expliquer un petit peu de manière... large, très large même, le WEC, parce que mine de rien, en fait, c'est super intéressant, mais il y a énormément de choses à apprendre, pas mal de petits amalgames à faire, parce que, ou en tout cas, j'essaie toujours de prendre le référentiel de la F1, histoire de pas paumer les gens, tu vois, je trouve ça intéressant, voilà, mais ouais, c'est... je m'y mets beaucoup cette année, en tout cas. J'ai pas eu trop le temps de regarder un petit peu ce qui s'est passé pendant les prologues et tout. Ça a cassé quand même des voitures chez Peugeot et chez Ferrari, mais voilà. Dans ta vidéo, tu disais que Ferrari avait des problèmes, le jour d'après, ils sont en pôle. Bah oui, ils ont pété une bagnole quand même chez Ferrari. Il y avait peut-être même une idée de... Je sais pas s'ils l'ont fait, mais il y avait... probablement, enfin en tout cas ça parlait de changer peut-être le châssis tellement ils avaient déglingué la caisse, mais par contre effectivement la pole de Ferrari reste assez énorme, on va en parler. Voilà le classement. Alors plein de belles choses à dire. Déjà premièrement, on attendait de pied ferme les Toyota. Les Toyota ont beaucoup roulé et je crois même, si je dis pas de bêtises, vous m'arrêterez, mais il me semble que les Toyota ont aussi roulé en essai privé sur le circuit de Sebring avant le prologue. Donc le prologue, pour la faire vraiment grosso modo, le prologue c'est un peu les essais hivernaux. Si je dis pas de bêtises, on est d'accord là-dessus, grosso modo. Hein. Mais les Toyota toujours là. Hein. Attention, Toyota, ils sont toujours bien. Donc Ferrari, pole position de Antonio Fuoco avec Miguel Molina et c'est quoi le prénom de Nielsen? Je ne me souviens plus. À un moment donné, je les connaissais quasiment tous, putain. C'est assez fou, mais voilà. Oui, ils ont changé le châssis de la 51. Ah bah voilà. Donc le châssis de la 51 qui est donc 4ème. Niklas, merci. En plus, évidemment, Nielsen, N.Nielsen, forcément c'est un Niklas. Obligatoire. Donc ouais, Toyota qu'on attendait de pied ferme, et finalement non, la pole est revenue à la Ferrari numéro 50. Alors sachez que Ferrari là dans ce championnat du monde d'endurance, c'est pas la Scuderia Ferrari qui engage la voiture. Alors, ça a toujours été compliqué. Bon, en vrai, techniquement parlant, c'est pas tout à fait Ferrari qui engage
ces deux voitures en WEC. Ça reste Ferrari qui fabrique et qui a développé l'hypercar, mais en fait, l'exploitation de cette voiture-là est faite par AF Corse. AF Corse qui est donc une équipe comme Art Grand Prix par exemple, comme je sais pas moi, comme on a qui d'autre là-dedans, comme Penske, comme qui c'est qui avait équipe privée comme Jackie Chan Racing, etc. etc. Comme Alpine avec Signatech aussi. Donc effectivement, donc c'est pas tout à fait Ferrari, mais bon, c'est quand même Ferrari qui a développé la voiture. Donc très très cool. Foucault en pole position en 1.45.0 devant les deux Toyota. La deuxième Ferrari est donc quand même à 8 dixièmes derrière, mais elle est dans le groupe de tête. On attendait honnêtement, tout le monde attendait un petit peu plus la Cadillac qui venait, qui avait l'air de venir jouer un petit peu plus avec les Toyota. Personne n'attendait les Ferrari aussi performantes que ça. En revanche, alors encore une fois, faire la pole position, c'est bien. Maintenant, il va falloir aller au bout de la course. Hein, je rappelle que c'est une course d'endurance, hein, c'est pas une course qui dure 15 tours. Donc du coup, voilà, ça va être la première fois qu'on va voir la Ferrari. En tout cas, c'était la première fois qu'on voyait la Ferrari en compétition. Pour le coup, maintenant on va voir si elle est suffisamment fiable. En tout cas, on sait que typiquement Peugeot l'année dernière avait roulé Monza de mémoire, Monza, Fuji, Bahreïn, si je dis pas de bêtises. Ils ont pris du retard, mais on aurait pu les voir aux 24 heures du Mans l'année dernière. Mais en tout cas, voilà, les Peugeot avaient déjà fait des courses. On avait vu qu'elles n'étaient pas compétitives l'année dernière, c'était un petit peu difficile. Il y avait aussi pas mal de problèmes de fiabilité sur les Peugeot. Et là, pour l'instant, on attendait un petit peu de pied ferme aussi la marque française. 8e, 9e. Ils ont eu un petit crash, il me semble, au prologue, si je dis pas de bêtises. Mais ouais, là les deux Peugeot P8, P9, pas ouf, sachant que du coup ils sont derrière les deux Porsche du Penske Motorsport. Les deux Porsche... alors je sais plus si c'est le même, c'est pas les mêmes équipages, on est d'accord, mais c'est cette Porsche 963 en 6e et 7e position. C'est une voiture qui fait l'IMSA. Voilà, je vais y arriver. Pareil, l'IMSA, on en reparlera parce que à un moment donné, on a avec le WEC. Alors, faut savoir en fait, les ricains, ils font tout un peu de leur côté, que ce soit la NASCAR, l'IndyCar ou l'IMSA. Ils font tout un peu de leur côté. Je crois pas de mémoire que justement les championnats américains de course automobile soient régis par la FIA. Normalement, ils ne le sont pas. La FIA n'a entre guillemets aucune juridiction. C'est-à-dire, c'est comme le FBI. Tu vois, they have no jurisdiction there. Point barre, tu la fermes. Mais effectivement, en fait, l'IMSA, donc championnat américain de course d'endurance, comment s'appelle la Porsche est engagée dans ce championnat-là et aussi engagée du coup en championnat du monde d'endurance régi par la FIA, dont le territoire est européen, enfin mondial même carrément, parce que l'IMSA a pas roulé aux États-Unis, je crois qu'ils roulent nulle part ailleurs. Ils vont peut-être au Canada, je suis pas sûr. Peut-être ils vont au Canada, mais je me souviens plus. Enfin bon, bref. Voilà. Il faut quand même modérer la discussion. La piste n'est pas en faveur de Peugeot. Probablement. Encore une fois, on attend. Alors. Moi, après, c'est mon regard de fan qui commence à s'intéresser un petit peu à tout ça. En tout cas, j'avais un petit peu d'espoir en me disant ils ont eu tout un hiver pour bosser sur la voiture et se mettre un petit peu à niveau. Je vois quand même que la Peugeot prend 2 secondes 3 et 3 secondes 1, ce qui est assez vénère. Je me rends pas compte à quel point leur voiture est faite ou pas d'ailleurs pour la piste, parce que la Peugeot, à la différence des autres voitures engagées en hypercar, enfin dans la catégorie LMH plutôt, la Peugeot en fait génère tout son appui aérodynamique, en tout cas, est généré par le dessous de la voiture, et il y a une balance assez spécifique. Enfin, comment dire, le système aérodynamique de la voiture a pas l'air de convenir sur une piste qui a l'air très bosselée. En fait, le truc, vous me dites si je me trompe, mais en fait, grosso modo,
la Peugeot, c'est un peu comme si tu avais une F1 réglementation 2022-2023 et les autres voitures étaient réglementation un petit peu entre guillemets à l'ancienne, genre avant 2022-2023, où justement on était en mode bon bah on peut avoir une voiture peut-être un peu moins rigide, etc. Non, je pose la question. Parce que en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'effets de sol, enfin que la voiture, la Peugeot, fonctionne avec beaucoup d'effets de sol, mais je me rends pas compte à quel point. Donc ouais, voilà. Peut-être que en fait la Peugeot ils ont besoin effectivement d'avoir une voiture très rigide pour faire fonctionner tout l'aéro qu'il y a sous la voiture et qui génère de l'appui aéro, alors que toutes les autres voitures sont un petit peu plus light sur la rigidité et donc peuvent un peu plus absorber les bosses. Ce qui fait de surcroît, c'est plus confortable pour le pilote et surtout ça donne un petit peu plus de prédiction, on va dire, dans le pilotage. Donc ouais, faudra voir. Mais oui, la piste de Sebring est extrêmement particulière puisqu'on est sur un ancien aéroport et que c'est bien connu, les ricains, quand il s'agit de faire du béton, enfin du bitume, de l'asphalte, etc., quand il s'agit de faire des routes, bon, les mecs ils se font pas chier, hein, ils te mettent des blocs de ciment et puis là ta route, et du coup c'est un peu de la merde quoi. Donc voilà, si jamais vous êtes allé aux États-Unis, vous verrez qu'il y a certains endroits où t'es là où tu fais je sais pas qui s'est dit que c'était une bonne idée de faire une route comme ça, mais c'était pas une bonne idée. Et à contrario, en plus, le pire, c'est que mine de rien, aux États-Unis, t'as quand même des routes qui sont, mais c'est lisse comme des billards, les trucs. C'est incroyable, les petites routes de campagne, c'est un bonheur. Mais alors, dès que t'es sur une voie rapide, machin, c'est un bordel. C'est fou. Enfin bref, voilà. C'est aussi très secret, personne peut le dire, l'impact du nouveau modèle de Peugeot. Ok. Peugeot doit viser Le Mans et donc la VMAX. Ok. Bon, bah écoutez, on verra bien. On verra bien. Peugeot Mercedes, même combat. On va y venir. Voilà, donc, pour rappel, évidemment, on se retrouve tout à l'heure aux alentours de 16h30. Excusez-moi, c'est la viennoise, elle est pas passée là. On se retrouve aux alentours de 16h30, 16h45 pour être en live ensemble, pour vivre tout simplement les 1000 miles de Sebring qu'on regardera tout à l'heure, puisque la course est aujourd'hui. Voilà, donc la pole s'est fait hier de mémoire. Et donc du coup, effectivement, on se retrouvera tout à l'heure pour regarder tout ça, évidemment, avec Anna Honner. Donc voilà, on se regardera tout ça tranquille pour se faire plaisir. Je reviens juste sur une chose, c'est que effectivement, alors je parlais d'IMSA tout à l'heure, le championnat nord-américain de course d'endurance, qui partage une partie de la réglementation Hypercar LMDH, parce que Hypercar, on a donc Le Mans, les LMH c'est Le Mans Hypercar, et les LMDH c'est Le Mans Daytona hybride. On n'a jamais vraiment expliqué le H, d'après ce que j'ai compris, mais ça peut être hypercar ou hybride, machin, etc. En fait, l'IMSA roule aussi ce week-end, et en fait, il fut un temps, je crois que c'était en 2012, lors de la création du WEC, lors de la création du World Endurance Championship, que la course de Sebring s'appelait les 12 heures de Sebring dans le cadre du WEC, mais du coup, les ricains, ils étaient là en mode les 12 heures de Sebring, c'est chez nous, d'accord. Donc vous faites les 1000 miles, vous faites pas chier. Voilà, grosso modo, la chose. Voilà. Juste, vous voyez aussi sur l'image à gauche, là, vous avez reconnu ce chauve avec sa combi blanche et puis un petit peu vert fluo, là. Vous l'avez reconnu, ce garçon. Dites-moi que vous l'avez reconnu quand même. Qu'on termine là-dessus, parce que on n'est pas passé loin de la catastrophe, qu'on soit bien d'accord. Vous l'avez reconnu, non? Le docteur. Ah, le docteur. Jackie. Mais il zigzague. Notre bon Jacques. Alors attention, on va faire un jeu. Dès que Jacques Villeneuve zigzague sur Sebring tout à l'heure, on boit un coup. Il zigzague. Ce bon vieux Jacques, monsieur Jacques Villeneuve, va prendre le départ des 1000 miles de Sebring dans la Floyd Van Wall Racing Team, donc dans la Van Wall. La Van Wall qui est, on peut le dire, une merguez. Voilà, tout comme la Glickenhaus, de manière assez surprenante, j'avoue, parce que la Glickenhaus, ça avait l'air de quand même pas trop mal performer l'année dernière. Mais par contre, la Van Wall, bon, on pouvait s'y attendre à ce point-là, je sais pas. Mais il y a un moment donné où, en termes de rythme de course, ça roulait moins vite que des. Enfin, c'était dans le paquet des LMP2, quoi. Donc c'était
C'était un peu violent. Elle prend feu à quel tour? Ah, carrément. Bah non, mais si, ouais, la Van Wall, je suis désolé, regarde, 4.2, 4 secondes aussi pour la Glickenhaus, ça prend quand même une valise, quoi. Même en F1, on voit plus ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, en plus elle est pas trop fiable, on dirait. Ok, bah ça, alors ça je sais pas, mais ok. Donc il est pas avec son copain Julien, non, absolument pas. Non, là il est parti pour rouler en championnat du monde d'endurance avec Van Wall. Problème pour la Van Wall hein, au début des essais libres 3. La Toyota numéro 7 a eu aussi un crash aux essais libres 3. Perte du train arrière, elle a fini dans le mur. Voilà, tout simplement, c'est des choses qui peuvent arriver. Voilà pour la chose. Alors, on va passer rapidement, hein, mais parce que vous le savez, peut-être pour ceux qui... il y a les 107% en endurance MDR. C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. On va passer rapidement sur la catégorie LMP2 et GTE AM. Rapidos, hein. Vous connaissez peut-être ce monsieur en bas à gauche, Robert Kubica. En haut à gauche, vous avez donc Charles Milesi, qui est un pilote français, assez talentueux d'ailleurs, vraiment talentueux. Je crois j'avais fait un live avec lui et Théo Pourchère une fois, pendant le confinement, il me semble. Mais bref, voilà. Voilà, donc United Autosport, pardon. A réalisé la pole devant Jota et la team WRT. Sean Gelael, vous connaissez forcément. Bah voilà, Sean Gelael, il s'est recyclé en endurance. Charles Milesi qui est donc avec Alpine. Alpine s'est retrouvé en LMP2 parce qu'en fait leur hypercar à eux est pas encore prêt. L'année dernière, on pouvait encore mixer une espèce d'LMP1, une ancienne LMP1 ou faire une LMP2++ pour essayer de faire quelque chose avec... pour essayer de rouler en catégorie hypercar. Effectivement, cette année, ça y est, le règlement est enterré, on est bon. Donc du coup, Alpine fonctionne en LMP2 cette année, et l'année prochaine, donc en 2024, normalement, leur hypercar arrive pour rouler en catégorie Rennes aux 24 heures du Mans notamment. Voilà, ils avaient eu effectivement une sorte de dérogation pour rouler l'année dernière avec une espèce, en fait, c'était une LMP2 de mémoire, un peu retouchée, quoi. Un peu retouchée. Donc voilà. Dorian, elle roule en simulateur dans la vidéo de Squeezie maintenant. Elle a arrêté elle a arrêté l'endurance. Non, Dorian, elle roule en LMP2 ou elle roule en GT? Une LMP 1.5, ouais, c'est ça. Les écarts sont très serrés. Effectivement, les écarts sont... Putain, oui, effectivement, les écarts sont assez serrés. P2 chez Prema. Ah, mais oui, Prema Racing, Pain Dorian, fatigué. Pain Dorian avec Mico Bortolotti et Daniil Kvyat. Voilà, elle est avec des pointures normalement hein, dans cet équipage de chez Prema. Donc voilà. Ok. Donc ça c'était le LMP2. A priori pas pour l'instant de surprise. Ça va être intéressant la bataille à mon avis. Ça va être assez cool. Et puis enfin, dans la catégorie LM GTE, ou en tout cas GTE AM, puisque alors malheureusement pour certains, Mirko, oui c'est ça. J'ai dit quoi? C'est ça, Mirko, on est d'accord. Malheureusement pour certains qui s'y intéressent un peu tard, vous ne connaîtrez pas le LMGTE Pro, puisque eh bien avant on avait deux catégories de GT. On avait le championnat amateur qu'on a toujours là à l'heure actuelle et le championnat professionnel où qui était un peu vide, on va pas se le cacher. Championnat professionnel de GT où on avait que les équipes constructeurs. Donc c'est-à-dire que c'était les Porsche, c'était l'équipe de deux Porsche qui engageait sa voiture dans le championnat professionnel, quoi. Il y avait Ford, il y avait Corvette aussi. D'ailleurs Corvette Racing qui engage une voiture là qui a fait le deuxième temps derrière les Iron Dams. Donc effectivement, équipage 100% féminin qui a fait la pole en GTE, hein, je tiens à le préciser, donc ça c'est plutôt pas mal. Bravo mesdames. Mais voilà, ils ont enlevé le GTE Pro parce qu'en fait en 2024, si je dis pas de bêtises, eh bien ces fameuses GTE qu'on voit à l'image vont être remplacées par une catégorie qui s'appelle le GT3.
Donc du coup en fait c'est au fur et à mesure on enlève la catégorie GTE qui était spécifique au championnat du monde d'endurance et qui finalement d'un point de vue économique était moins intéressant parce que en fait tu devais construire une voiture de GTE spécialement pour le championnat du monde d'endurance, mais cette voiture là tu pouvais pas l'utiliser ailleurs dans d'autres championnats, alors que le GT3, la catégorie en tout cas GT3, quand tu construis une voiture pour faire du GT3, eh bien tu peux rouler en World, quand ça s'appelle, putain avant c'était le Blancpain, putain de merde, tu peux rouler en IMSA parce qu'il y a des GT3, tu peux rouler en GT World Challenge, voilà, merci. J'y arrivais pas. Le Blancpain. Effectivement, en championnat, Anna va te taper. Non, mais c'est bon, ça va. En championnat, donc du coup, en GT World Challenge. Donc en fait, ta voiture, en tant que constructeur, je m'appelle Porsche. Ou non, pas bonne. Je m'appelle Ferrari. Je fais une 488 GT3. Et en DTM exactement. Je fais une 488 GT3, je vais vendre plein de voitures parce que du coup cette GT3 va être utilisée pour des équipes qui sont en Amérique du Nord et qui font l'IMSA. Elle va être utilisée en GT World Challenge. Elle va être utilisée peut-être en Asie parce que t'as l'Asian... non, quoi que c'est peut-être du GTE là-bas, je sais plus. Mais t'as plein d'autres choses, enfin t'as plein d'autres championnats, alors que si tu dois construire une GTE, t'es là, s'il y a 2 équipes de GTE qui veulent ma voiture, je construis 2 bagnoles et ça fait cher le développement pour avoir une voiture compétitive et pouvoir la vendre. Donc c'était un petit peu la chose, quoi. C'était un petit peu devenu le problème, c'est que en fait mine de rien la catégorie GTE c'est un peu mouru au fur et à mesure, quoi. Donc voilà. C'est un petit peu dommage parce que c'était des superbes voitures, notamment la Porsche 911 RSR qui faisait un bruit phénoménal. C'était incroyable. Donc voilà, il y avait quand même des très très belles voitures en GTE. Voilà pour... alors du coup, effectivement, excusez-moi, je reviens. Iron Dam qui a fait donc la pole devant le Corvette Racing et puis ORT by TF. Alors ça, je sais pas du tout qui c'est. Mais voilà, là en tout cas dans cette catégorie on retrouve ce qu'on appelle les Gentleman Drivers et je sais plus s'il est toujours sur Netflix, mais vous avez effectivement un documentaire sur les Gentleman Drivers qui sont en fait des mecs qui sont pétés de thunes, qui sont généralement des chefs d'entreprise et qui viennent performer, qui viennent le week-end rouler dans des catégories, alors soit en GTE, soit en LMP2, et tu les vois effectivement rouler, etc. Et c'est eux qui financent aussi quasiment des équipes complètes pour pouvoir aligner des voitures et faire la course. Donc voilà, le GTE va disparaître à la fin de cette année pour être remplacé l'année prochaine par le GT3. Voilà. Hypercar, ah oui, donc les slicks. Oh, aïe aïe aïe. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a un petit peu tout ça. Bon, c'est vrai qu'il y a un nombre de trains de pneus maximal à attribuer, donc du coup, faut pouvoir faire toute la course. Hein. Donc, faut faire assez gaffe évidemment aux pneus. Ça, c'est les pneus. Et puis, ok. Est-ce que vous voulez qu'on se détaille les pneus vite fait ? Michelin a partagé les types de gomme alloués pour le week-end, voilà, pour la catégorie Hypercar et GTE. Goodyear, ils ont rien foutu, donc on n'a pas d'infos, malheureusement. Sorry Goodyear. On a des soft hot et des medium. Ce que je vous disais dans la vidéo, c'est que effectivement, en fait, dans les championnats d'endurance, en tout cas, on a un petit peu le même système soft, medium, hard, sauf qu'en fait on utilise la tendreté, les divers types de gomme, les divers composés de gomme en fonction des conditions de piste. C'est-à-dire que encore une fois, le soir ou la nuit, on va avoir tendance à plutôt utiliser des gommes tendres parce que en fait les gommes tendres fonctionnent mieux sur des températures plus fraîches et plus longtemps, et à l'inverse des hard, admettons, vont mieux fonctionner quand il fait chaud, quand la piste est chaude, etc. en pleine journée, quoi. Grosso modo, voilà, c'est ça que je voulais vous dire là-dessus. Alright. Quelle heure il est là ? 13h, magnifique. Je crois que je suis dans le timing pile poil, frérot. Ah non, je suis même en avance, dis donc, ça c'est incroyable. De toute façon, j'ai 1 milliard de trucs à vous dire.
Excusez-moi. Donc de toute façon, on reparlera hein, du WEC. On reparlera du WEC. Et puis, on a le React tout à l'heure. Voilà, je vous le redis, mais 16h30, 16h45. On s'assera tranquillement, on regardera le WEC, on regardera donc les 1000 miles de Sebring avec Anna Honner, et donc on partira de à peu près 16h30, 17h jusqu'à 1h du mat, parce que la course va durer longtemps, voilà, donc ce sera le moment de regarder ça. Ok, alors, on va parler un peu de Formule 1. Est-ce que vous êtes chaud? Sinon j'arrête le stream là et puis on se dit rendez-vous tout à l'heure. Hein. Ah là là. FP1 dans 1h30, c'est ça. Non, je diffuse pas la course, on va juste mettre les live timing. Et puis on va regarder toute la course. C'est là où je me rendrai compte si c'est chiant ou pas de regarder le WEC. Podium d'Aston. Alors vous inquiétez pas, on va effectivement faire les paris de The Bet à la fin, bien évidemment. Ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, il faudrait que je les fasse en même temps que vous. Donc voilà. T'as entendu que c'était interdit le track walk en vélo maintenant? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ces conneries encore? Oh là là. Ce sera Julien et Franck du coup pour la F1? Ok. La chaîne L'équipe diffuse le WEC. Oui, de mémoire. Vélo et trottinette? Non, mais c'est une vanne. Non, mais pour de vrai, ils ont interdit le vélo et la trottinette pour faire les track walk. Bon, alors je sais bien que dans walk, il n'y a pas trottinette ni vélo, mais c'est la FOM, mais pas la FIA qui a demandé de l'interdire. Mais pourquoi en fait? Qui n'était pas... Je ne me suis pas promené. Et comme je pense qu'ils viennent de publier une nouvelle chose où nous ne pouvons pas faire le tour de la piste avec un vélo, vous ne me verrez probablement plus autour de la piste et je vais juste regarder les vidéos. C'est parce que c'est trop encombrant? Non mais... Dangereux à ski... Mais... What? Mais ils sont débiles ou ils le font exprès? Ça target la trotte de Lewis. Bah déjà, Lewis, faudrait qu'il fasse des tours de circuit premièrement avec sa trotte. Parce que pour le coup, Lewis, il fait pas le track walk, quoi. Bon, ok. Par contre, le risque de missile, ça dérange pas. Aïe, 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 aïe. Ah non, mais il y a des choses, accident de Stroll, poignet cassé. Oh mais non, mais c'est les équipes, à un moment donné, frérot. Oh là là. Trop de monde sur la piste et c'est dangereux, la diff de vitesse entre les piétons et les vélos ou autre. Ouais, d'accord, mais bon, t'as les mecs en vélo, ils sont censés faire un minimum gaffe, quoi. Oh là là, putain, vraiment, mais... T'interdis des vélos... Oh, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Bah du coup, faut interdire les vélos à Paris. Ou alors faut interdire les bagnoles, ou en tout cas faut interdire les scooters, les voitures, les... Non mais parce que vous comprenez, il y a quand même des gens qui traversent en dehors du passage clouté à Paris. Puis vous comprenez, les vélos quand même brûlent quand même des feux rouges. Certains scooters aussi, hein, je me suis rendu compte dernièrement. Ouais, bon bah ok, hein, voilà. Super. On a des stats d'accidents pendant ces moments-là en vrai. Mais ce serait une vraie bonne question, hein. Oui, les mecs font des pointes à 20 km/h, attention les piétons. Bah ouais, mais bon... Ah bon, les vélos grillent les feux rouges. Alors là, mon frérot... C'est moins pire que ce à quoi je m'attendais dernièrement, mais ça brûle quand même pas mal les feux. Bah, les trottinettes, pareil. Hein. Il y en a qui s'en battent les couilles, qui se rendent pas compte à quel point ils se mettent en danger. Mais bon... ok. Je vous propose de revenir là-dessus. On passe à la suite. On embraye, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez lu... Oh putain, tu me l'as traduit, mon Jordan? Putain, incroyable. Ça, c'est fou, ça. Est-ce que vous avez vu cette lettre ouverte aux fans de Mercedes faite par Mercedes?
J'ai une vraie question. Je suis paumé. Je suis paumé. Vraiment, en fait, je suis paumé parce que à la fois j'ai trouvé ça extrêmement touchant, extrêmement beau, extrêmement fort aussi de voir que une équipe a véritablement envie de créer un lien avec ses fans, etc. Je suis extrêmement touché par la beauté de ce geste. Et alors en même temps, je suis gêné au possible. Je suis sur voilà, on est sur à peu près deux en mode voilà, je sais plus quoi dire quoi. Je suis là en mode ok, l'intérêt de cette lettre égale 0 quand même. Enfin bon, mais en fait je suis vraiment, en fait je suis des deux côtés. C'est-à-dire que je trouve ça cringe au possible, mais en même temps je trouve ça absolument magnifique. Et dans ma tête, je ne comprends pas. Je sais pas ce qui se passe, tu vois. Genre, vraiment, donc je pense que ça a dû faire pas mal réagir, d'après ce que j'ai compris sur les réseaux sociaux. Que tous ceux qui étaient donc pas fans de Mercedes, donc c'est-à-dire à peu près tous les autres fans de Formule 1, tous ceux qui sont pas fans de. Ah oui, donc par opposition. Ouais, c'est ça, ouais. T'as des mecs comme moi qui font bon. A pas une affinité particulièrement forte avec Mercedes, mais qui pour autant va pas leur je suis pas là à me dire c'est des connards, ils sont chiants machin, etc. Arrête d'être pro Verstappen. Ouh là là, attention là, hein, je suis premier degré là. Mais j'étais en mode en fait tous les fans qui sont pas fans de Mercedes leur sont tombés sur la gueule. Et j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais bon, voilà. Petite lecture. C'est quoi cette fin éclatée MDR, la riposte? Pour rejoindre la riposte. Alors attends, parce que... Est-ce que je l'ai imprimé? Non, je l'ai pas imprimé. Je l'ai pas imprimé. Attention, la traduction est peut-être approximative. Hein. Mon cher Jordan, si t'as fait un copier-coller, il y a moyen que ce soit approximatif. Hein. Alors, Bahreïn fait mal. Cela a fait mal à chacun d'entre nous. Qui nous dirigeons vers chaque saison. Alors ouais, qui nous engageons vers... Ah ok. On va prendre la version originale. On va prendre la version originale juste histoire d'être sûr. J'ai peur que... Non, en fait, je pense que le... Je pense que comment ça s'appelle la version française va vraiment piquer les oreilles. Si vous le voulez bien. Vaut mieux. C'est Vasseur qui traduit. My team doesn't make mistakes. Ouf, putain, c'est vrai ça. Ah, j'ai oublié. Alors, to all our fans, Bahrain hurt. It hurts so... J'avais envie de dire it hurts so much. Alors, Bahreïn fait mal, ça fait mal à chacun d'entre nous qui nous dirigeons, effectivement, non, c'était pas trop mal traduit, à chaque saison, déterminés à se battre pour le championnat du monde même. Ça fait mal à l'équipe, en tant qu'entité, après avoir mis énormément de travail dans cette voiture qui n'a pas livré qui n'a pas ouh là là, c'est dur à traduire ça. MDR by yes. T'avais bien traduit. Attends mais tu sais quoi, je vais... oh putain, mais c'est vrai qu'en français... En fait, ça fait bizarre de pas avoir le texte en anglais. En fait, comme moi, je travaille... En fait, comme moi, tous les trucs que je lis, et tout, comme c'est que de l'anglais, je traduis dans ma tête en mode grosso merdo. Donc du coup, c'est le bordel. Et dès que je lis un truc en français, ça me fait bizarre. Ok, excuse-moi, Jordan. Oh là là. Alors, blablabla. Cela a fait mal à l'équipe dans son ensemble après avoir consacré tant de travail acharné sur une voiture qui n'a pas répondu à nos attentes. Si, non, c'est bien traduit. Et nous savons que ça vous a blessé.
Nos fans, et nous savons que ça vous a blessé. Nos fans aussi. Oui, oui, bon, ok. Il y a des tournures de phrases à revoir, mais oui. De toute façon, on peut pas traduire littéralement l'anglais et le français. Votre passion et votre soutien sont si importants pour nous faire avancer et nous savons que nous ressentons la même douleur. La situation à laquelle nous sommes confrontés en ce moment n'est pas celle que chacun d'entre nous souhaitait, mais c'est celle que nous avons. Là, c'est la réalité. Et les questions simples sont... les questions simples sont... Ok. Oui, ça se traduit par des questions simples, entre guillemets. Que pouvons-nous faire à ce sujet et que ferons-nous à ce sujet? Tout d'abord, nous n'allons pas paniquer, céder à la panique et avoir des réactions instinctives. Sous un projecteur aussi féroce que la F1, ok, oui. Ouais, oui. C'est traduit littéralement, mais ça le fait, ça le fait. Sous les feux des projecteurs aussi féroces que ceux de la Formule 1, là ce serait traduit correctement. Mais c'est dur, en vrai c'est pas traducteur, c'est un vrai métier hein, les gars. Les gens sont prompts à pointer du doigt ou à chercher des boucs émissaires et pas des bouquets mystères. Ça c'est la petite vanne, c'est pour moi. Mais vous nous connaissez mieux que ça. Au sein de l'équipe, nous parlons d'avoir le courage d'échouer, le caractère d'être responsable et la force de voir l'échec comme une opportunité. Nous avons été ouverts et extrêmement honnêtes sur l'endroit où nous nous trouvons. Et nous travaillons de toute urgence et sereinement pour construire, de toute urgence carrément, et sereinement pour construire notre plan de relance en nous concentrant sur ce qui doit se passer à court, moyen et long terme pour gagner. Nous avons déjà des développements en préparation pour les prochaines courses et il y en aura d'autres à venir. Mais ce ne sera pas l'affaire d'un instant, il n'y a pas de solution miracle en F1. C'était la fameuse Silver Bullet de Toto Wolff. Deuxièmement, nous garderons la tête haute et ferons ce voyage étape par étape ensemble. Nous sommes Mercedes. Nous connaissons les normes les valeurs peut-être plutôt, auxquelles nous aspirons et personne ne bronche devant la montagne que nous devons gravir. Ce ne sera pas facile, mais où est la valeur de quelque chose de facile? Ce sont les moments où le caractère se forge, les moments où ce sera pas facile. Les moments où une équipe, devient plus grande que la somme de ses parties, s'attaquant à des problèmes difficiles et les conquérant. S'attaquant à des problèmes difficiles. C'est compliqué, oui, non. 2-3 petites choses. Checo 7 de Caris fucked. Angela ne travaille plus pour Loulou? Aïe aïe aïe. On va en parler après. Nous sommes ensemble contre vents et marées et de Toto, Lewis et George, à chaque femme et homme dans les usines de Brackley et de Brixworth, et nous aimons ce défi. Troisièmement, nous ferons également appel à chacun de vous pour nous propulser au front. Que vous offriez des critiques ou un soutien, il y a une bonne façon de le faire et une mauvaise façon. Nous voulons que notre communauté en ligne soit un espace sûr, plein de débats sains, où les gens traitent les autres et sont traités avec respect. Qu'ils soient membres de l'équipe, fans de Mercedes ou fans rivaux, nous avons une politique de tolérance zéro en matière de discrimination, d'abus ou d'intimidation de toute nature et nous prendrons les mesures appropriées pour tout commentaire ou publication qui ne respecte pas nos directives. Et nous voulons votre soutien pour en faire une réalité dans toute notre communauté. Nous travaillons déjà d'arrache-pied pour changer le cours de cette saison 2023. La récupération a commencé immédiatement après la course. Et tout le monde a un rôle à jouer. Êtes-vous prêt à nous rejoindre pour la riposte? Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de rancune. Ou alors, dis quoi à la fin? We already hard at work. Ok, oui, on est déjà à fond en fait. Ok, d'accord. Recovery. La remontée en fait. Ok. Bon. Pas la meilleure trad, mais ça va. En vrai, ça va. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans le chat? Entre les fans qui surréagissent, ceux qui n'ont jamais vu Mercedes galérer et ceux qui postent en disant « nous » comme s'ils faisaient partie de l'équipe, je comprends que Merco ait voulu faire ce message « nous sommes les good guys », mais ça fait bizarre quand t'es pas dans ce mood, ça fait très Drive to Survive.
plutôt plutôt d'accord. Plutôt. J'avoue que si t'es pas dans le mood un peu fan, je pense que tu comprends pas la lettre. Ça a été un peu mon cas en vrai. Mi-cringe, mi-raisin. C'est très bien défini. Plus l'impression qu'ils se donnent en spectacle au lieu de bosser dans leur coin. Encore une fois, je pense que si on n'est pas touché par émotionnellement, ou qu'on n'a pas d'attache émotionnelle avec Mercedes, Russell, Hamilton, Wolf, etc., je pense que t'as envie de les insulter. Je veux dire, je comprends. Je comprends. Je comprends que ça puisse s'énerver parce que t'es là et tu fais... ok, frère, tu galères. Dans le sport, je sais pas. Il me semble pas que dans le sport, après une domination de 8 ans, dès qu'il y a eu une équipe qui galère un peu, elle fasse une lettre à ses fans pour s'excuser et dire que... non, insulter, non, peut-être pas, mais... Non, mais... ça va, me faites pas dire ce que j'ai pas dit non plus, là. Oh. Mais tu vois, je suis pas sûr. En vrai, je suis pas sûr que. Dose aussi. En fait, je suis pas sûr que les. Comment dire, il me semble pas qu'il y ait une équipe de sport dans d'autres sports en fait. Et fait une lettre comme ça à ses fans en ayant une voiture qui fait ils ont fait combien? PS5 P5 P5 P7. Mais ça arrive souvent dans le foot. Dans le foot, ils font des lettres d'excuses aussi? Non, mais enfin, alors c'est une lettre d'excuse, c'est une lettre de. Voilà, de. Tu vois, c'est une prise de. Et en même temps, c'est pour ça que je trouve cette lettre vraiment magnifique dans le sens où effectivement, t'as peut-être des fans qui sont très engagés et que ça vaut peut-être le coup, justement, d'être très. Tu vois, de dire, ok, bah voilà, on est pas bon, et puis let's go, et puis. On va voir, quoi. Donc, tu vois, je sais pas, en fait. Je pense que quand t'es fan de Mercedes, je pense que tu kiffes ça. Au contraire, genre, justement, tu sens que tu fais vraiment partie de l'équipe. Et quelque part, ça te... Voilà, t'as envie de la supporter, même dans les moments plus difficiles et tout, tu vois. Et je trouve que c'est une belle manière aussi d'engager et de créer du lien avec des fans à travers le monde en disant, ok, bon, bah... on n'est pas bon comme on voudrait l'être et on sait que ça peut vous faire mal, etc., et que bah sachez que bah on bosse pour, et que bah si vous on compte aussi sur vous pour que vous nous apportiez votre soutien. Je suis fan de Lewis et Mercedes, ça va surprendre, mais je suis content de cette situation car pour avoir connu Mirko début des années 2010, ça va permettre de montrer la force de l'équipe et les nouveaux fans vont se rendre compte de l'importance du travail de l'équipe et du développement des pilotes. Concernant les détracteurs de Lewis, ils vont voir que certes la voiture compte, mais savoir la développer, il va savoir la développer, l'exploiter et la régler. J'ai hâte de voir la remontada. Bah tant mieux. Mais dans ce cas-là, nous demandons des excuses de la part de Ferrari avec toutes ces années de galère. Alors, du coup, il y a un livre en 4 tomes de 3000 pages chacun qui vous attend pour les fans de Ferrari. Non, mais enfin, après, encore une fois, tu vois, je veux dire, on n'est pas... toutes les équipes ne sont pas comme Mercedes dans la manière de communiquer, dans la manière d'interagir avec leurs fans, etc. Faut que vous vous rendiez compte quand même, enfin je sais pas si vous êtes au courant, mais Ferrari, il y a encore, je sais pas moi, 4-5 ans, bien avant Drive to Survive, 5-6 ans peut-être, c'était à peine sur les réseaux sociaux et ça répondait pas, ça faisait même pas des publications et tout, ça s'en battait les couilles, hein. Vraiment, là, ça fait des petits trucs un peu rigolos, machin, truc. Ça prenait même pas part, tu sais, au Secret Santa, etc. Mais ça prenait pas part au Secret Santa, je crois. Il fut un moment. Et chez Ferrari, on faisait absolument rien, hein. C'est-à-dire que la relation fan-Ferrari, c'était la marque. La marque, et puis les fans vers la marque, mais pas l'inverse.
ils ont tout le temps leur carnet de commandes plein chez Ferrari, donc qu'est-ce qu'ils s'en foutent de savoir s'ils ont des fans à travers le monde? À la base, c'était leur façon de réfléchir. Puis à un moment donné, ils sont quand même un peu ouverts l'esprit en se disant bah, peut-être que ce serait pas mal d'avoir des vrais fans, etc. Mais bon, enfin d'avoir des vrais fans, je m'entends, d'avoir une vraie relation avec des fans. Mais je sais pas. Voilà. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas la faire l'année dernière aussi? C'était déjà pareil. Je sais pas du tout. Encore une fois, c'est peut-être que effectivement se faire doubler par Fernando Alonso, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Peut-être que là, tu vois, le vase était déjà bien rempli. Puis alors derrière, whoop. Donc bon. Mais l'année dernière, tu avais le droit à l'erreur. Bah là, c'est-à-dire que oui, effectivement, ils ont bien quand même bossé normalement. Ils ont bien bossé pour rattraper tout ça, mais au final, ça a pas fonctionné. Enfin, pour l'instant, ça a pas fonctionné. Rapidement, alors, en tout cas, sachez que du coup, alors pour revenir un petit peu sur le sportif, parce qu'il faut qu'on revienne là-dessus, évidemment, mais juste pour conclure un peu sur cette lettre, comme ce que je vous disais au début, je pense que enfin, je trouve ça extrêmement touchant parce que tu peux vraiment voir la relation entre l'équipe et ses fans. Je trouve ça très beau. C'est pas le cas de toutes les équipes sportives. Est-ce que ça devrait être le cas de toutes les équipes sportives? Non, je pense pas. C'est une bonne chose que ce soit cool comme ça. C'est bien qu'il y en ait une, c'est bien qu'il y en ait peut-être deux. Faudrait pas que tout le monde soit non plus comme ça. Voilà, mais je trouve ça très touchant. En vrai, je me mets à la place des fans de Mercedes, je me mets à la place de Mercedes. Je vois cette relation-là, je la trouve vraiment très saine. Je trouve que c'est vraiment très 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 stylé. Et de même manière, quand on a un regard plus extérieur, où on n'est vraiment pas dedans, où vraiment où ça nous tombe un peu sur la tronche en mode t'es pas forcément fan de Mercedes, mais tu vois cette lettre arriver, je comprends comment ça s'appelle je comprends le désarroi. Non, c'est pas le bon mot. Je comprends la curiosité et le rejet peut-être de ce genre de lettres, parce que bah en fait on a l'impression peut-être qu'ils se plaignent, qu'ils sont déçus d'eux, machin, etc. On trouve que c'est peut-être un petit peu j'arrive pas à trouver le terme. Pas hypocrite. On trouve ça peut-être un petit peu égocentrique. Pas la même chose que égocentrique. Narcissique, égocentrique, quelque chose. On peut trouver surjoué, ouais. Prétentieux peut-être. Prétentieux, surjoué. Fake, genre de choses. Un peu faussé, un peu trop théâtral, oui, peut-être. Un peu trop présomptueux aussi, peut-être. On peut trouver, effectivement, quand on est extérieur à ça, on peut trouver cette lettre, on peut interpréter cette lettre de cette manière, ce qui est du coup un petit peu dommage parce que c'est un peu la réaction que tout le monde va avoir d'une certaine manière en se disant putain les gars, après avoir passé 8 ans à rouler sur la F1, il y a une année où vous gagnez pas et une deuxième année où vous recommencez et c'est un peu la merde et vous nous lâchez ce genre de lettre et t'as envie de, enfin tu vois, t'as envie de dire mollo frère, t'es ok, t'as gagné, mais redescends sur terre, quoi. Donc bon, voilà, je pense que chacun va le prendre un petit peu de la manière différente, mais je veux juste effectivement mettre en mode, mettre en avant quand même la lettre d'une manière bénéfique. Je trouve que c'est quand même très joli d'un point de vue, relation entre une entreprise, une équipe, une marque et ses fans. Et je trouve ça plutôt stylé. Maintenant, ça joue le team player. Bah maintenant, bon courage les gars, mettez-vous au boulot quoi. Et justement, en parlant de ça, j'ai pris des notes les gars. J'ai pris des notes. Mercedes. On continue là-dessus. Alors oui, j'ai vu, hein, Angela Cullen ne fait plus partie du staff de Lewis Hamilton. Attends, je vais aller voir. Je vais aller voir notre ami Loulou LH. Lewis Hamilton. Qu'est-ce qu'il nous dit le petit Lewis? 7 dernières années. Et donc.
Et du coup, qui c'est qui... Très bien, bon, bah, elle a décidé de faire autre chose, hein. C'est tout. Très bien. Incroyable le carnet de notes. Ah, mais là, je vais être le nouveau Ted Kravitz. J'espère pas. Euh, euh, rapidement. Mercedes. Alors. Mais vraiment, je vais aller chercher des mouchoirs, j'en peux plus. J'arrive. Le retour du sopalin, hein. Oh la vache. Ah. C'est de quelle couleur? J'ai pas regardé. Ah. Alors, Mercedes. Ça y est, Mercedes. Sachez que, en tout cas, après Bahreïn, il y a eu une. Attends, c'est en train de faire de la merde. Sachez qu'après Bahreïn, de toute façon, il y a eu une réunion. Il y a eu une réunion plus fort qu'un V12. Ah, plus fort qu'un V6 hybride, gros. Ah là là. Il y a eu une réunion après Bahreïn. Ils sont vus tous ensemble. Et donc, George Russell a dit, là, en interview hier, ils savent pourquoi ça va pas et ils savent vers où ils vont aller. En fait, ils ont surtout pas mal de problèmes sur l'appui aéro à l'arrière de la voiture. Ce qui fait que, bah, on l'a vu hein, pendant les essais hivernaux, la voiture avait du mal. On sentait que le train arrière bougeait beaucoup, notamment Lewis Hamilton qui a fait beaucoup d'essais, de réglages, etc. On le voyait beaucoup galérer avec le train arrière pendant les essais hivernaux. Ça l'a tellement saoulé qu'il mettait des énormes coups de gaz en laissant une trace au sol longue comme... voilà. Donc voilà, en fait le problème de Mercedes sur cette réglementation 2023, et ça me coupe de le dire, hein, mais c'est en fait ils ont encore une fois overshoot l'interprétation du règlement. C'est-à-dire que l'année dernière, il y a eu un règlement et la Mercedes, je vous l'ai dit l'année dernière, en fait la Mercedes générait trop d'appui aérodynamique. Alors vous allez me dire, ah, mais généralement plus on a d'appui aérodynamique, mieux c'est. Oui, c'est vrai. Mais en fait, arrive un moment donné où trop d'appui aérodynamique avec la philosophie de la réglementation 2022 et 2023, c'est trop much, c'est too much. Et en fait, c'est ce qu'ils ont fait l'année dernière, ils sont allés trop loin. Donc du coup, ils avaient du bouncing, c'était le bordel, machin, etc. Et du coup, quand ils sont, quand on est arrivé avec 2023 et cette réglementation, eh ben ils ont été trop en arrière. C'est-à-dire que ils ont voulu créer moins d'appui. Et en fait, ils ont tellement voulu créer moins d'appui qu'ils en ont finalement créé pas assez. Donc la voiture a pas assez d'appui. Et du coup, bah, elle est pas assez performante, tout simplement. Donc voilà. Et ils ont encore une fois, dans l'autre sens, au lieu d'overshoot et d'avoir trop d'appui, bah là, ils ont juste pas assez d'appui par rapport à ce qu'ils voulaient. Vraiment, j'ai envie de les défoncer, quoi. Ils nous ont cassé les couilles toute la saison dernière. Your car, Checo said your car is fucked, machin, le bouncing, faut relever les trucs, machin. La FIA a dit oui, bah écoutez, on va relever de 15 mm, pardon, la hauteur de caisse, machin. Infernal. On va relever la hauteur, machin, truc, etc. Qui c'est qui arrive pas à faire ce qu'on a demandé de faire? Mercedes. Quand même dingue. J'en peux plus. Bref, donc voilà, vous voyez. Ah mais là, je sais pas, là c'est terminé. Mais allergie ou rhume? En vrai, peut-être un petit rhume. Je sais pas. Après là, il fait chaud. Putain, il fait 23 degrés là-dedans là. Putain. Ah, je passe sous le bureau. Ah, voilà.
Disparition. Allergie à Mercedes typique. Voilà, je vais être pro Verstappen, terrible. Donc voilà. Donc non, effectivement, donc il y a ce problème chez Mercedes. Vraiment, quand tu regardes la timeline des faits, tu dis c'est vraiment du foutage de gueule, quoi. Et en fait, si tu prends tout en compte, plus la lettre qui est très belle pour leurs fans, je trouve ça indécent. Je trouve ça indécent d'avoir eu un chef d'équipe qui a autant été vocal l'année dernière sur la dangerosité de la voiture et de la réglementation, alors que c'était quasiment les seuls en fin de saison à avoir ce problème-là. Faire plier en leur faisant du lobbying une instance dirigeante comme la FIA qui de base n'avait rien à faire, et derrière venir continuer dans leur concept pour montrer que bon bah voilà, on fait pas les choses comme tout le monde, my team doesn't make mistakes, machin, etc. Tout ça pour faire une lettre en s'excusant et dire que bah ils ont fait de la merde. Et que bah en fait finalement ils ont pas réussi à bien absorber entre guillemets les changements de la réglementation 2023. Et t'es là et tu fais putain, mais c'est dingue quand même, tu vois. Je trouve ça assez indécent. Là encore une fois, hein, si on prend la globalité de la chose, moi ça m'énerve un peu, parce que on se retrouve avec des équipes qui doivent faire des ajustements, etc. Enfin bon, après c'est le jeu, tu vois, mais c'est très chiant. En fait, c'est très chiant de voir la FIA plier comme ça aussi facilement devant une équipe, que ce soit Mercedes ou une autre, hein, je m'en fous. Mais demain, c'est Christian Horner, j'ai le même. En fait, j'ai le même. Comment dire, j'ai le même. Comment dire, le même avis, que ce soit Ferrari, peu importe, tu vois. C'est à un moment donné, voilà. Donc bon, il y a ça. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on attend? Donc, comme ils le disent dans leur lettre aussi, hein, on attend forcément des upgrades. Il y a déjà des upgrades qui vont arriver dans quelques courses. On devrait voir. Alors ces upgrades là, ça va être pour limiter la casse, et je crois que c'était Sam Collins qui parlait de ça. Sam Collins qui disait justement que ce serait pas mal en termes de direction à prendre, ils ont déjà une nouvelle voiture dans le tunnel aéro, et de prendre cette voiture là et de la mettre à partir de Silverstone. C'est-à-dire que vraiment on en est oui, il va falloir abandonner le concept. Alors encore une fois, je retiens à préciser, c'est pas juste l'absence de ponton qui pose problème, c'est globalement plutôt l'entièreté du système aérodynamique généré par la voiture, si vous préférez. Donc la W14B arrivera à Imola. La voiture, alors non. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai lu moi ce matin, c'est pas la W14B qui arrivera à Imola, mais ça va être une première, effectivement des premières améliorations de la voiture. Mais la voiture B en tant que telle, elle est pas pour Imola, hein. Enfin, elle est pour plus tard dans la saison, moi, dans ma tête. Mais la cohérence de la voiture, effectivement, ne marche pas. Donc bon, voilà pour la chose, en fait. Ce qui peut être intéressant pour Mercedes, c'est effectivement de dire bon bah ok, le concept qu'on a là à date aujourd'hui, même après une seule course de la saison 2023, je me dis, attendez un petit peu de faire 2, 3, 4 Grands Prix avant de tirer un trait définitif, même s'ils ont déjà vu que ça fonctionnait pas peut-être. Mais ça va peut-être leur permettre de se dire, ah bah tiens, bah au lieu de développer une voiture sur un an, on va développer une autre voiture sur 1 an et demi, tu vois, genre typiquement faire en sorte que la voiture de cette année, bah, on arrête le développement, on se concentre déjà, on travaille déjà sur des améliorations de la voiture 2024, etc. Donc voilà, on verra comment ça se passe, mais en tout cas ils peuvent pas effectivement amener un tout nouveau concept aérodynamique cette année qui va tout de suite fonctionner, etc. Là ils vont devoir limiter un maximum la casse sur cette année. L'année prochaine peut-être que ça ira beaucoup mieux, mais en fait le plafond budgétaire fait que tu peux plus dire allez hop, on arrête tout, on balance de l'argent avec une armée d'ingénieurs
et on repart avec une nouvelle voiture. Donc en fait non, la voiture B, elle sera pas Imola. Elle est pas là dans 2 courses. Hein. Enfin, je veux dire, elle est déjà dans le tunnel aéro pour plein d'expérimentations, etc. Mais parce qu'ils ont déjà commencé à bosser dessus. Mais au cas où. Mais là, clairement, non. Donc voilà. Ferrari dans les années 2000 pouvait se permettre d'être compétitif sur 1 an et demi avec une seule voiture. Oui, absolument. Bah, c'était pas rare dans les années 2000 de voir des équipes de F1 commencer l'année avec la voiture de l'année précédente. Hein. Donc ouais. Voilà un petit peu la chose. Attends, hop. Ok. Ah oui, putain, la vache, ça passe vite. Alright. Voilà pour para Mercedes. Hop, je me remets comme ça. Il y avait quoi d'autre? Ah oui. Mesdames, messieurs, faut qu'on parle vite fait de Ferrari. Faut qu'on parle vite fait Ferrari, après on fait The Bet. Monsieur David Sanchez, pardon. Monsieur David Sanchez, qui est français, d'après ce que j'ai vu. Qui est donc le Head of Concept Véhicule, qui est le chef du concept de la voiture, si tu préfères. Ça part normalement chez McLaren. Et on parle de Laurent Mekies sur le départ. Alors ça reste que des rumeurs. Pour l'instant, on ne sait pas du tout si oui ou non il est sur le départ déjà. On ne sait pas si oui ou non il y a... Alors en tout cas, a priori, il y a peut-être eu des offres de la part de la Formula One Management, de Liberty Media, de la FIA, peut-être même d'Alpine. Donc voilà. Est-ce qu'il reste chez Ferrari? Laurent Mekies, en tout cas, il y a... Voilà, en tout cas, il y avait beaucoup de rumeurs. Je sais pas... Je sais pas ce que ça donne. Est-ce que ça a été démenti? Probablement, parce que je lisais justement un petit peu tout ce qui se disait ce matin, notamment sur Ferrari, et il s'avère que toute la presse s'est enflammée, et c'est vraiment le point que je voulais soulever avec vous. C'est que j'ai l'impression que là, depuis le premier Grand Prix de la saison, tout le monde est tombé sur Ferrari. Alors, à juste titre pour certaines choses, peut-être pas pour d'autres. Globalement, j'ai l'impression que tout le monde s'est enflammé de fou. C'est parti dans des rumeurs les plus folles. Autant David Sanchez qui part chez McLaren, bon bah ok, ça check. Autant Laurent Mekies, je sais pas d'où ça sort. On a Mekies qui est sur le départ pour aller rejoindre Liberty Media ou la Formula One Management. Mais enfin, pourquoi, comment, à quel moment, etc. On parlait de Charles Leclerc qui a demandé une rencontre avec John Elkann, le président du groupe Fiat ou Ferrari. Non, Ferrari, pardon. Je m'y perds tout le temps, il y a plein de CEO dans leur boîte. Charles Leclerc a fait, mais non, c'est pas du tout vrai. Enfin, il y avait 90% de tout ce qui sortait dans la presse sur Ferrari qui était faux. Et en fait, j'étais en mode, mais je comprends pas, on a fait qu'une course. Il y a eu un boîtier électronique, enfin bon, 2 techniquement, 2 boîtiers électroniques de commande qui ont foiré. Un Sainz qui était un peu en perdition avec les pneus. Bon, bah, ok, l'Aston Martin était plus rapide, mais Ferrari a fini devant Mercedes. Ok, Red Bull, ils ont une arme absolue, mais ça, on s'y attendait déjà. Mais en fait, j'ai pas compris. Non, par contre, Leclerc a eu une réunion avec Elkann. Alors, bah, de sa bouche, il a dit non. Donc, frérot, moi, je veux bien, mais moi, j'ai lu des articles avec sa quote. Non, c'est faux. Donc, moi, je veux bien. Mais, et donc, du coup, j'étais là en mode... genre, ouais, il s'est passé une course. Tout le monde, d'un coup, s'est énervé, tu vois. Donc... je sais pas, tu vois. Et alors oui, ça parlait aussi. Alors c'est peut-être par rapport à ça. Moi, dans ma tête, c'est... Est-ce que vous avez parlé de votre avenir? Oui, non, il n'a pas parlé de son avenir. Parce qu'en fait, tout le monde était en train... Il y avait des gens... Il y avait une rumeur comme quoi il y avait un switch entre Leclerc et Hamilton. Que Leclerc partait chez Mercedes et Hamilton venait chez Ferrari. Mais genre, on vit sur quelle planète, là? Genre...
Genre, waouh! Genre, c'est chaud quand même. Donc voilà. Mais. Donc ouais, en tout cas moi ce que j'avais lu c'est que non effectivement Leclerc avait pas fait une réunion avec John Elkann, il a pas parlé de son avenir à personne, que quand on lui a posé la question il était là à fond sur en disant bah non j'ai toujours rêvé d'être avec Ferrari, je rêve d'être champion avec Ferrari donc bah ciao quoi genre non. Donc j'étais là, j'étais en mode mais c'est pas, enfin tu sais genre j'ai arrêté de suivre la F1 genre 2-3 jours parce que je faisais 2-3 trucs machin, j'étais parti en week-end et tout. Je reviens mais c'est un bordel monstrueux entre Mercedes qui fait une lettre aux fans, Ferrari qui est en train de virer Mekies alors que pas du tout, et en train de faire un switch avec Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Mais on est où là? Mais on est où? Donc je suis un petit peu sur le cul. J'ai l'impression qu'on s'alarme pour que dalle. Je pense que la presse italienne fait n'importe quoi, comme d'habitude, mais là c'est particulièrement virulent. Voilà, Ferrari connaissent les faiblesses de leur voiture, savent vers quoi il faut améliorer. Personne n'a pris en compte, visiblement dans les médias, que Bahreïn c'était le pire circuit pour Ferrari cette saison, vu que Bahreïn est un circuit extrêmement abrasif et qui ne convient pas du tout à Ferrari, en tout cas à la Ferrari. Donc ouais, enfin ok, on peut attendre genre 3-4 courses histoire de se faire un avis, genre pour vraiment comprendre la tendance et est-ce que vaut vraiment cette voiture ou enfin ça se passe comment. Pareil oui, Enrico Cardile devrait chef moteur non châssis Cardile, châssis Enrico Cardile devrait peut-être aussi partir de chez Ferrari, donc ok, mais très bien, mais en fait genre je suis là et je me dis mais waouh, calmos quoi, genre calmos les gars. Et bon voilà, je sais pas, mais c'est un peu fatigant. C'est un peu fatigant. On a fait qu'une seule course. La Féfé devrait être mieux ici à Jeddah parce qu'elle a une grosse vitesse de pointe. On est sur un circuit qui va pas dégrader les pneus, ou en tout cas beaucoup moins que Bahreïn. Charles Leclerc, il adore les circuits en ville. Bon, bah, normalement, ça devrait bien se passer. On devrait voir une belle première, une belle perf de Ferrari normalement. Donc voilà. Et puis encore une fois, le boîtier d'électronique, ok, ça a foiré sur la voiture de Charles Leclerc. Il prend 10 places de pénalité parce que il en prend un troisième. Mais enfin, je veux dire, il n'y a pas que lui qui roule chez Ferrari ou qui roule avec un power unit Ferrari. Il y a Carlos Sainz et il y a 4 autres bagnoles qui s'appellent les As et les Alfa Romeo et sur lesquelles il n'y a pas eu de problème. Genre, parce que monsieur Charles Leclerc, et alors je sais pas pour lui faire offense ou quoi, mais parce que monsieur Charles Leclerc qui se battait à la P2 a abandonné sur un problème de commande électronique lors de la première course, ça y est, c'est la crise, ça y est, Ferrari a fait de la merde. Ah, les gars, dosez un peu les gars quand même, tu vois. Enfin, je sais pas, mais donc bon, en tout cas, il prend 10 places. Il prend 10 places, le Charles. Ce qui m'amène à dire, est-ce que ce serait pas le moment de parier sur The Bet, mesdames et messieurs? Parce que je l'ai pas fait, et il faut le faire. Faut le faire. Là, on arrive à Jeddah. Faut le faire. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? On va regarder ça ensemble. Mesdames, messieurs, c'est l'heure du pari sportif. Hop, nickel. Mesdames, messieurs, nous sommes sur le site de The Bet. Il est l'heure. Alors, championnat du monde 2023 vainqueur. Ah non, merde, je suis sur les championnats du monde. GP d'Arabie Saoudite, pardon. Arabie Saoudite, qualif course, Verstappen 2,50. Bon, a priori, ce sera Verstappen. AMG Petronas, 2 voitures dans le top 6. Pas intéressant. Vainqueur des qualifs, je mettrais bien Charles Leclerc. Je vais mettre Charles. Ah ouais, mais non, parce que... Ah, il prend 10 places, donc ça se trouve, il va pas vouloir faire la...
Il prend 10 places de pénalité, ça se trouve, il va pas vouloir, ils vont pas vouloir aller jusqu'en Q3. Enfin, si, après, quoi qu'il va peut-être faire la. Franchement, Leclerc à 2,80 en qualif, tu sais quoi, pour le beau jeu, je vais mettre Charles en poleman. La Féfé, elle va être rapide. Elle est censée être rapide. Les Aston Martin vont un peu flop, je pense, sur Jeddah. Parce qu'elles n'ont pas une top speed de ouf. Arabie Saoudite, top 10. Je vais mettre Logan Sargent. Je vais mettre Logan Sargent qui va marquer son premier point. Parce que les Williams ont l'air vraiment bien. Faut pas oublier que les Williams ont une belle vitesse de pointe. Donc je me dis Sargent P10 ou Albon P10, ça joue aussi, tu vois. Je vais partir du principe que Bahreïn, go mettre Albon. Ouais, mais Albon, tu vois, la cote est moins forte, typiquement. Je suis optimiste, mais en vrai, je trouve que Sargent, je suis désolé, il a montré des belles qualités. Hein. Typiquement, Albon top 10, c'est sûr. Moi, dans ma tête, Albon top 10, c'est quasiment sûr. Si c'est pas Albon, c'est Sargent. Vraiment, je pense que la Williams, c'est vraiment bien perf cette année, tu vois. Faut pas oublier que Piastri et Norris vont probablement avoir encore une voiture un peu en deçà et pas aussi performante que ça, sans compter les problèmes de fiabilité qu'ils ont et qu'ils vont pas avoir résolu. Mais la cote à 6 pour Sargent qui marque des points, c'est donné, tu vois. C'est donné. Alors que effectivement, Albon cote à 3,40. Bah oui, bien sûr que Albon va plus souvent terminer dans le top 10 que Logan Sargent sur cette course, par exemple. Mais du coup, moi, je vais plus parier sur le fait que la seule fois où Sargent... Enfin, la seule fois. Je vais parier sur le fait que, effectivement, c'est pas impossible que Sargent finisse top 10, tu vois. Trop serré avec les Alpines et les Aston. On n'est pas à l'abri d'un petit Stroll qui nous fait une petite cabriole. Les deux dans le top 10 possible. Les deux Williams dans le top 10, ça me paraît short. Dans le top 10, je mettrais bien Esteban ou un Pierre. Je pense que Pierre va être sur la bonne dynamique, tout comme Esteban. Les deux, mon cœur va... Alors, il y a une autre règle, les gars, dans les paris sportifs. Enfin, une autre règle. C'est pas une règle, mais j'ai souvent entendu des potes me dire « Je parie pas sur mes équipes de cœur ». Je les comprends. J'ai beaucoup de mal à parier sur Pierre ou sur Esteban. Normalement, les Alpines top 6, oui, il y a moyen. Enfin, en tout cas, une des deux, je pense. Je pense qu'il y a moyen dans le sens où les Alpines ont quand même une belle perf, une belle vitesse de pointe. Et comme on est sur un circuit très rapide, il y a moyen que ça fonctionne. Donc, je vais aller voir d'autres cotes. En fait, j'ai pas envie de parier sur... J'ai pas envie de parier sur Esteban ou Pierre, tu vois. Tu sais, c'est par superstition, j'ai peur qu'il leur arrive un truc ou quoi, tu sais, que je leur porte la poisse et tout. Donc, tu sais quoi, je les laisse tranquilles, machin, je vais pas parier dessus. Tour le plus rapide, c'est pas giga intéressant. Les deux Alpines dans le top 10. Ça peut être... Oh, la cote à 3,20 pour oui. Les deux Alpines dans le top 10, oui. Ça, c'est oui, ça. Bon, j'ai dit qu'il fallait pas... Putain. Est-ce que je... J'enlève. Parce que si je vais les... C'est non. Non, la contradiction instantanée. Le gars dit un truc, il fait l'inverse tout de suite après, il fait... Putain, j'ai oublié ce que j'ai dit il y a 10 secondes. Mais ça, c'est moi, ça. Vous vous rendez pas compte le nombre de fois que je fais répéter les gens? Genre, je fais répéter les gens et tu sais, ils me disent, mais je viens de te le dire il y a 30 secondes et je fais, ah ouais, mais j'ai oublié quoi. Bon, bref, ok. Constructeur des qualifs, non. Constructeur vainqueur, waouh. Constructeur vainqueur, une Ferrari 7,25. Donc soit Carlos Sainz, soit Charles Leclerc remportent le Grand Prix.
sur un Grand Prix un peu foufou. Sur un... C'est dur, hein. Les 2 Aston dans le top 10. Les 2 voitures dans le top 6. Non, impossible. Avec gros risque de safety car, faut y penser. Bah non mais c'est ça, hein. Je pense que vous vous rendez pas compte, mais... Et puis, Max Verstappen avait des petits problèmes gastriques avant le week-end, donc... Hat-trick du vainqueur, non, je pense pas. Alpine F1 Team, les 2 voitures dans le top 6, 50. La cote, elle est à 50 pour les 2 voitures dans le top 6. Donc ça veut dire que les Mercedes et les... Parce que, je vous le dis, les Aston... Enfin, je vous le dis là, hein, les Aston, normalement, ça va pas bien performer ce week-end. Je vous le dis, normalement, les Aston, ça performe pas bien ce week-end. Ça manque de vitesse de pointe, ça va être bon dans les virages rapides et tout. Enfin, dans les virages avec moyenne vitesse, etc. Mais vitesse de pointe, ça va pas être là. Ça va être un peu compliqué. Donc, il y a moyen que ça performe pas aussi bien que ce qu'on a vu à Bahreïn. Les Mercedes, on sait pas trop. Mais a priori, bof bof. Donc, les 2 Alpines dans le top 6, avec une belle vitesse de pointe, avec une cote à 50. Moi, je pense que ça vaut le coup de mettre 1 ou 2 balles juste histoire de se le récup comme ça, tu vois. Les 2 voitures dans le top 10, Red Bull dans le top 6. Les McLaren, les 2 voitures dans le top 10, malheureusement, je pense pas. Ok, après, c'est des cotes un peu what the fuck. Les 2 voitures dans le top 10 pour Williams, on est à 16. C'est pas déconnant, hein. C'est pas déconnant. C'est même pas très cher payé, je trouve. Tu vois, pour le coup, c'est pas très cher payé. Les 2 AlphaTauri dans le top 10, j'ai un peu du mal à voir ça parce que la voiture est plutôt a pas mal de traînées, mine de rien. Elle a pas une efficience aéro de ouf. Ouais. J'ai pas parié sur grand chose d'autre, les gars. Oh là là. En fait, si je devais faire un petit pari, je mettrais un petit pari sur Esteban Ocon ou Pierre Gasly dans le top 6. Et accessoirement, peut-être les 2 Williams dans le top 10. T'as pas podium de Leclerc? Ah, j'ai pas vu podium. Top 10, top 6. Je crois qu'il n'y a pas les podiums, dis donc. Ils les ont pas mis. On est d'accord, hein? Non, ils ont pas mis les podiums. Vainqueur, ouais, vainqueur, je mets Verstappen, je pense. Sinon, ouais, je mettrais Charles Leclerc P3 ou Carlos Sainz. Une des 2 Ferrari, je pense. Je pense une des 2 Ferrari sur le podium. Donc voilà. Alright. Je suis bon. Top 3 sûr pour Leclerc. Je pense, hein. C'est pas mieux d'attendre les qualifs. Ouais, mais on va pas se revoir d'ici là, donc hop. Allez, on confirme. Tac, bim. D'ailleurs, allons voir. D'ailleurs, grouillez-vous, hein, parce que là, il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes, mesdames et messieurs, avant que les codes soient figés pour le reste de la journée. Les codes seront disponibles après la séance d'essai libre 2, donc ce soir à 19h, je crois. Elles seront réétablies, rééchelonnées, enfin revues, quoi. Donc ouais, effectivement, gros, si vous avez envie de lâcher un petit 5 balles comme ça, sympatoche, je vous conseille de le faire là tout de suite avec les codes qu'on a réajustés. Merci. Réajustés, je vous conseille de les faire tout de suite puisque à 14h, ça y est, ce sera fermé pour les... Normalement pour les cotes. Voilà un petit peu la chose. GP d'Arabie Saoudite, c'est bon. Bahreïn. Alors, qu'est-ce que ça a donné, Bahreïn? Attends, Bahreïn, j'ai complètement merdé là ou quoi? Oh, ouh, 17,50, let's go! Verstappen qualif course, 17,50, bim! Top 3 de Fernando Alonso. Voilà! Quand personne n'y croyait, tout le monde me disait, mais jamais de la vie, Fernando, il fera
il fera podium, machin, la cote à 2,90, gna 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 gna. Bim, c'est bon, c'est rentré. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? D'autres questions? Bon, par contre, j'avais... Ouais, bon, bah là-dessus... Top 6 d'Esteban, non. Top 3 de Pierre, bah non. Top 3 de Esteban, bah non. Les deux voitures dans le top 6, bah non. Mais bon, au moins on y voit un peu plus clair. Au final, je récupère à peu près ma mise. Hein. Ah, je me suis bien débrouillé. Merci Max Verstappen. Voilà, mesdames, ça parie sur quelle appli? Sur thebet.fr, mesdames et messieurs. N'hésitez pas, vous avez les liens dans le chat, comme d'habitude, pour aller tranquillement faire des petits paris pour le plaisir, comme d'habitude. Je le rappelle à chaque fois qu'on en parle, mais encore une fois, les paris sportifs, il faut que ça reste un plaisir. Si vous avez le moindre doute, le moindre inconfort, etc., n'y allez pas. Prenez votre argent, allez boire un verre avec un pote, parlez de Formule 1 autour d'un verre, d'un café, de ce que vous voulez, on s'en fiche. Faites-vous plaisir autrement, bien évidemment. Voilà, et si jamais vous avez des problèmes, vous avez le numéro en bas. Jouer comporte encore une fois des risques. N'hésitez pas à appeler si jamais vous avez besoin, évidemment. Voilà, ne pariez que pour le plaisir. Voilà, vous voyez, en vrai, putain, j'ai 7 pages de paris sportifs. Tu vois, à coût de 5 balles, 5, 3, je crois que j'ai jamais dépassé 10 balles sur The Bet. Ouais, je suis tout le temps à parier des 5 balles, des 2 balles aussi de temps en temps pour faire 2-3 conneries. Quelques free bets, on vous offrira évidemment des free bets pendant la saison, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, en tout cas, faites-vous plaisir, ça sert à rien de mettre des sommes extravagantes. Donc voilà, 38% voient Sargent dans le top 10. Ok, j'ai réussi à en convaincre quelques-uns de mes conneries là. Donc bon, très bien, très bien. Non, je regarde pas les essais avec vous, je vais aller tranquillement me restaurer, puisqu'on se retrouvera tout à l'heure à 16h30, 16h45 avec Anna Honner pour regarder ensemble les 1000 miles de Sebring. Qu'est-ce que je voulais dire? On a parlé de Ferrari, on a parlé de Mercedes. Bah c'est tout, hein. J'avais pris toutes mes notes, mais on a un peu débordé, j'avoue que j'ai été un peu long. On a parlé d'Angela Cullen, bah pas vraiment, je l'ai appris en live, donc voilà, bah écoutez, oui, bah Lewis Hamilton va avoir une autre, ou un autre, je sais pas, physiothérapeute avec lui pour... Ah d'accord, ça a été un peu violent. Va avoir un autre physiothérapeute avec lui pour la saison. Alors du coup, c'est à partir de maintenant qu'elle est partie ou comment ça se passe? Parce que du coup, elle était là à Bahreïn de mémoire, non? Enfin bon, voilà. Mais porteur de sac, c'est pas que ça. Hein. Il est pas venu avec aujourd'hui en tout cas. Ok, intéressant. Très bien. Ok. Bon, bah voilà les petits potes, c'est la fin de ce 107%. Fin de ce 107% les amis, on se retrouve donc tout à l'heure 16h30, 16h45 dans ces environs là pour les 1000 miles de Sebring. On parlera évidemment un petit peu de Formule 1 et de la première séance et puis comme ça eh bien, on fera un petit point aussi un petit peu sur la F1 en même temps que de regarder le WEC, le World Endurance Championship. Sur ce, je vous fais des bisous. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents sur ce live. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Vous étiez encore une fois très nombreux et ça fait toujours giga plaisir. En attendant, bah écoutez, passez une bonne après-midi et puis on se retrouve tout à l'heure pour Sebring. Sur ce, passez... en fait, je vais me répéter continuellement. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours un peu compliqué. Bref, des bisous.